Ce joueur était vraiment surpuissant. Il a dépensé 5 millions de pièces d'or, l'équivalent de 500 millions de yens, juste pour racheter l'intégralité de la banque du jeu, obligeant ainsi tous les autres joueurs à se soumettre à sa volonté. La raison en était que 2 de ses compagnons de guilde avaient été victimes d'intimidation, et il allait désormais faire en sorte que chacun le regrette amèrement. Tout a débuté le jour même de l'apocalypse. Voici Shiro. Il s'est réveillé, seul, dans la ville bien connue d'Akihabara. Il pouvait ressentir l'humidité de l'air et la lumière éclatante du soleil avec une telle intensité que tout semblait presque tangible. Autour de lui, d'autres joueurs étaient en pleine panique. Ils ne saisissaient pas pourquoi ils portaient leur tenue de jeu et continuaient d'appeler le MJ, mais en pure perte. Shiro s'efforça de conserver son calme. Il ouvrit sa fenêtre de statut et confirma qu'il avait bien accès à ses compétences, son équipement et ses divers objets, y compris le fameux sac magique œuf de Décenne. Cependant, lorsqu'il tenta d'utiliser la fonction de déconnexion, celle-ci se révéla totalement désactivée. Pendant un court instant d'espoir, il ouvrit sa liste d'amis et constata que de nombreux noms brillaient toujours en ligne, parmi lesquels celui de Neotsugu. Sans attendre, il utilisa la télépathie, une fonction de chat vocal, afin de le contacter. Et peu de temps s'écoula avant que les deux amis ne se retrouvent. Neotsugu, qui venait tout juste de se reconnecter après une absence de 2 ans, était tout aussi désorienté. Cependant, il reconnut son ami Shiro, qui correspondait trait pour trait à l'image qu'il s'en était faite, un homme aux yeux vifs, portant des lunettes. Ensemble, ils confirmèrent qu'ils étaient bel et bien piégés à l'intérieur du monde d'Eldertal, précisément au moment où la toute nouvelle mise à jour d'extension, intitulée Les Pionniers de la Novosphère, venait d'être déployée. Cela impliquait que leur Conscient de connaissance l'incertitude de l'avenir et antérieure du du fait que le monde du retour à la jeu maison ne serait pas pouvait une mince affaire, désormais Shiro décida être que leur toute considéré première comme démarche obsolète, consisterait à et recueillir que des de nouveaux informations afin de monstres, mieux appréhender ce objets monde et inédit. quêtes Alors qu'ils inédites étaient en pleine étaient discussion, ils firent la susceptibles rencontre inattendue d'apparaître d'une à ancienne n'importe camarade de quel Red, instant. Akatsuki, une assassin talentueuse mais discrète, qui se présentait désormais sous l'apparence d'un grand personnage masculin. Akatsuki reconnut promptement Shiro et s'approcha de lui, non pas pour le saluer, mais plutôt pour le supplier de lui céder une potion capable de modifier son apparence. Un objet d'une grande rareté dont elle se souvenait que Shiro était Une le fois que Shiro détenteur. lui eut remis la potion, il Akatsuki s'avéra retrouva sa véritable qu'Akatsuki apparence était en réalité celle d'une jeune venue, femme, mais d'une agilité et qu'elle remarquable. se sentait Profondément reconnaissante de son profondément mal à aide, elle l'aise se d'être proclama ninja, ainsi et fit le prisonnière serment de d'un servir Shiro en corps tant que son maître, qui ne lui afin de appartenait s'acquitter de sa pas. dette. Bien que légèrement embarrassé par la situation, Shiro accepta. C'est ainsi que le trio se constitua. Ensemble, ils entreprirent d'explorer Akihabara et constatèrent que les PNJ, désormais désignés comme les gens de la Terre, paraissaient bien plus nombreux et étonnamment réalistes qu'ils ne l'avaient été auparavant. Une découverte des plus troublantes survint lorsque Naotsugu fit l'acquisition de quelques gâteaux de riz et de thé vert pour s'apercevoir, à sa grande surprise, que tous les aliments et boissons possédaient exactement À cet la instant même précis, saveur, Shiro fut celle contacté de par craquelin Marielle, la détrempé maîtresse de guilde de et l'Alliance de la Lune totalement Croissante, insipide, qui les convia à se rendre cela à ne son fit quartier général qu'accentuer le afin d'y sentiment échanger des informations étrange et cruciales. dérangeant C'est là qu'ils qu'ils évoluaient firent la connaissance de désormais Marielle, une dans claire une elfe à réalité l'humeur joyeuse, profondément ainsi que altérée. d'Henrietta, une barde humaine. Marielle confirma que 18 des 19 membres de la guilde étaient actuellement connectés à Akihabara, et que des situations tout à fait similaires se déroulaient dans les 4 principales cités du serveur japonais. Néanmoins, les portails de téléportation intervilles avaient été désactivés, laissant ainsi l'ensemble des joueurs complètement isolés. Au beau milieu de ce chaos ambiant, certaines guildes s'affairaient à recruter activement de nouveaux membres. Connaissant la réputation de Shiro en tant que stratège émérite du légendaire groupe de raid désormais dissous, le Debaucherie Tea Party, Marielle l'invita avec une grande sincérité à intégrer sa propre guilde. Mais Shiro déclina l'offre, expliquant qu'il lui était impossible de prendre une décision à cet instant précis. Il percevait bien que Marielle, malgré ses efforts pour Après avoir afficher une quitté le façade quartier joyeuse général de de la la guilde, peinait tous les considérablement trois à entamèrent conserver une son discussion sang-froid autour face à d'une cette question situation des fondamentale. plus critiques. Qu'adviendrait-il d'eux s'ils venaient à mourir dans ce monde? Afin de trouver une réponse à Dans cette le interrogation jeu, et d'apprendre les également à joueurs combattre efficacement dans cette nouvelle réapparaissaient réalité, Shiro systématiquement décréta qu'il leur à la fallait cathédrale. absolument s'entraîner. Ils Mais s'aventurèrent à présent, alors au cœur de la forêt plus du crépuscule personne ne éternel, pouvait en une zone être où même les monstres absolument de faible certain. niveau continuaient de les attaquer, et ce, malgré leur niveau 90. Le combat contre les blettes épineuses démontra une fois de plus l'immense fossé qui séparait le simple fait de jouer à un jeu et celui de se battre pour de bon dans la réalité. Cependant, au cours de l'affrontement, saisir Shiro des eut une prise de commandes conscience tout en capitale. faisant Plutôt face que à de des tenter monstres d'utiliser des commandes via le qui menu, les chargeaient, il leur fallait ressentir le s'avérait mouvement être à une travers tâche leur d'une propre corps. difficulté Suivant ses extrême. précieux conseils, Akatsuki se déplaça par pur instinct et réussit. Son corps exécuta alors automatiquement et avec une précision parfaite toutes les compétences requises. Neotsugu emboîta le pas et déchaîna un puissant coup de bouclier. Il venait de découvrir la règle fondamentale de ce nouveau monde, un lieu où la compétence et le corps ne formaient désormais plus qu'une seule et même entité. C'était là leur nouvelle épopée, un monde où environ 30 000 joueurs japonais et des centaines de milliers d'autres à travers le globe se retrouvaient piégés dans ce qui serait ultérieurement désigné comme l'Apocalypse.
Tandis que Shiro et son équipe s'efforçaient d'apprendre à survivre dans les rues d'Akihabara, un appel à l'aide des plus désespérés parvint de la ville septentrionale de Suzuki no Sarara, une jeune membre de l'Alliance de la Lune croissante, se trouvait en effet en grand péril. Dans ce monde où la mort ne représentait plus une fin en soi, un joueur avait succombé lors d'un combat acharné contre des monstres. Cependant, exactement comme dans le jeu, il fut ressuscité Prisonnier à la du monde cathédrale. du MMORPG Elder Tale, Cette expérience un univers où l'on confirma une estimait vérité que 30 000 essentielle japonais et des centaines de apporta milliers d'autres également individus un à travers le monde immense entier se soulagement. retrouvaient désormais Ils confinés. étaient Ce monde s'était bel et transformé bien en une réalité immortels. où la mort n'était plus qu'un simple désagrément temporaire. À l'issue d'une bataille, au cours de laquelle Shiro avait habilement employé sa compétence liane astrale afin d'immobiliser Grâce à cette d'achever expérience, l'adversaire, Shiro médita sur cette son nouvelle groupe approche du combat. prit la Leur corps décision semblait de avoir mettre un mémorisé terme à la les séance mouvements d'entraînement fondamentaux de la cette lutte, journée. leur permettant ainsi d'utiliser compétences et sorts de manière tout à fait instinctive, un peu à la manière de commande vocale, pourvu qu'ils aient l'intention de se battre et qu'ils aperçoivent l'ennemi devant eux. Cependant, il prit conscience qu'il existait une différence considérable entre le simple fait de pouvoir utiliser des compétences et celui de les maîtriser véritablement. Cela exigerait une pratique bien plus rigoureuse et assidue, comparable peut-être à celle des artistes martiaux du monde réel. Akatsuki proposa de prendre les devants afin de reconnaître le chemin du retour, tout en profitant de la forêt comme d'un terrain d'entraînement idéal pour ses compétences d'assassin et de tracker, notamment la vision nocturne, la furtivité et le déplacement silencieux. Elle disparut sans émettre le moindre son, laissant Naotsugu complètement ébloui par l'étendue de ses compétences. Sur le chemin du retour, Shiro et Naotsugu abordèrent la situation Les grandes qui ne guildes cessait de abusaient se de leur dégrader pouvoir à pour opprimer les plus Akihabara. modestes, et fait L'ordre encore plus grave, public on et la assistait à une sécurité recrudescence des PKS, s'effondraient Player Killer, à une ces joueurs qui vitesse s'en prenaient alarmante. à d'autres joueurs plutôt qu'aux monstres afin de leur dérober objets et argent. L'absence de mini-cartes et l'impossibilité de joindre les MJ en dehors des limites de la ville facilitaient grandement les embuscades, rendant ainsi le PK plus fréquent que jamais auparavant. Alors qu'ils traversaient la zone de l'hôpital de Loka, ils détectèrent soudainement une présence humaine distincte. Il s'agissait d'un groupe de 4 PKS composé d'un guerrier, de 2 voleurs et d'un soigneur. Plein d'assurance, les PKS exigèrent de Shiro et de son groupe qu'ils leur remettent l'intégralité de leurs objets s'ils souhaitaient conserver la vie. Mais Shiro et Naotsugu prirent la décision de riposter. Shiro ordonna sans tarder à Naotsugu d'attirer l'attention de leurs adversaires en utilisant la compétence Hurlement d'encre, une capacité de provocation qui contraignait les ennemis à l'attaquer directement. Tandis que Shiro déployait sa magie d'enchanteur, il lança Liane Astrale pour immobiliser une cible, puis enchaîna avec Foudre Faible, un sort offensif certes peu puissant, mais doté d'une intention tactique précise. Il utilisa ensuite Otage épineux, qui enveloppait l'ennemi de ronces lumineuses, explosant pour 1000 points de dégâts à chaque fois qu'un allié frappait cette cible. Il expliqua que la classe enchanteur n'était pas particulièrement robuste en défense directe, mais qu'elle excellait à affaiblir les adversaires et à renforcer les alliés. Pendant que le groupe de PKS concentrait l'intégralité de ses assauts sur Naotsugu, ils omirent de remarquer qu'Akatsuki s'était approché en silence et avait plongé leur soigneur dans un profond sommeil, grâce à hypnose astrale. Au moment où les PKS prirent conscience de leur erreur, Akatsuki avait déjà promptement éliminé les membres restants qui se dissimulèrent dans la forêt. Elle expliqua alors que la foudre faible de Shiro n'était pas qu'une simple attaque de faible puissance. La lumière émise les avait en réalité aveuglés au sein de la forêt obscure, les rendant ainsi incapables de percevoir que leur soigneur avait été neutralisé bien plus tôt. Leur coordination déficiente et leur incapacité manifeste à prêter la moindre attention au statut de leurs coéquipiers furent les causes directes de leur défaite Shiro en vint à la dévastatrice. conclusion que le problème ne Après résidait cet pas uniquement dans la recherche du profit, le groupe mais se bien pencha davantage sur dans la l'absence cause de véritable profonde de la objectif. multiplication Dans un monde où des la incidents nourriture, de bien PK, qu'insipide, était constamment accessible, où l'argent se gagnait aisément en éliminant des monstres de faible niveau, et où la mort n'était pas définitive, de nombreux joueurs se sentaient égarés et dépourvus de toute direction. Ils se contentaient de ne pas mourir plutôt que de vivre pleinement, et certains en venaient à nuire à autrui comme un moyen de combler ce vide existentiel et de se sentir enfin vivants. Cependant, Shiro et son groupe découvrirent par bientôt une nouvelle raison d'être lorsque Marielle vint à eux avec un appel des plus urgents. Une membre de sa guilde, une jeune fille prénommée Sarara, se trouvait piégée et en grand danger dans la ville septentrionale de Suzukino. Les portails de téléportation demeuraient toujours désactivés, et l'unique moyen de s'y rendre était à pied ou à cheval, un périple de 425 km. Marielle envisageait d'envoyer une équipe de secours composée de ses membres les plus expérimentés, mais Shiro calcula promptement qu'une telle expédition serait presque inévitablement vouée à l'échec. Après mûre réflexion, et fort du soutien indéfectible de Naotsugu et d'Akatsuki, Shiro arrêta sa décision. Ce seraient eux, et personne d'autre, qui partiraient même secourir Sarara. D'un grand dessein, il affirma alors en aucun cas qu'il devait sombrer et devenir aussi méprisable que les PKS. et tout Telle était leur simplement la réponse, chose la qu'ils plus pouvaient naturelle à accomplir, faire. un acte qui rappelait l'esprit légendaire jadis incarné par le Debochery Tea Party. Afin de tenir leur promesse avec la plus grande efficacité possible, Shiro dévoila un secret qu'il avait précieusement conservé depuis fort longtemps. Il fit usage de rares sifflets d'invocation, des récompenses obtenues après avoir conquis avec succès le raid souffle d'Hadès sur les champs mortels pour faire apparaître des griffons.
Ces majestueuses créatures volantes leur permettraient de parcourir le long chemin vers le nord bien plus rapidement qu'en voyageant à cheval. Tandis que Neotsugu s'élançait le premier, empli d'une excitation palpable, Shiro autorisa Akatsuki à monter derrière lui, et tous deux s'envolèrent alors à leur tour dans les cieux. Initialement, Akatsuki ressentait une légère nervosité, mais elle fut rapidement submergée par la beauté époustouflante du paysage qui s'étendait sous elle. C'est ainsi que débuta la par mission de sauvetage l'immensité entreprise du par le ciel trio. d'un bleu 3 jours s'étaient limpide déjà écoulés et depuis par le le départ du sentiment groupe de Shiro d'Akihabara. exaltant de Il s'était liberté mis en route qu'offrait après le le secourir fait la de jeune fille flotter en prénommée plein air. Sarara, qui se trouvait piégée dans la ville septentrionale de Suzuki-no-me. Grâce au Griffon, bien que leur temps de vol fût limité à seulement 4 heures par jour, ils étaient parvenus à parcourir une distance qui aurait exigé 2 semaines de voyage à cheval. Alors qu'ils survolaient les montagnes de la Pierre de Larmes, ils aperçurent plusieurs wyverns planant majestueusement dans les airs, confirmant ainsi que les monstres continuaient d'apparaître dans des régions familières, exactement comme cela se produisait dans le jeu. Conscient que survoler cette chaîne de montagnes s'avérerait bien trop périlleux, Shiro prit la décision de mettre en œuvre le plan de secours, à savoir emprunter une ancienne route souterraine désignée sous le nom de Palm Deep. Dès leur entrée, le groupe fut saisi d'admiration devant sa grandeur absolue. Un labyrinthe immense et complexe de tunnels et d'anciennes mines, bien plus colossal et à couper le souffle que tout ce qu'ils avaient pu contempler auparavant sur un simple écran d'ordinateur. Cependant, la réalité charriait également son lot de dégradations. De nombreuses sections de la caverne s'étaient effondrées, offrant un spectacle radicalement différent de celui qu'elle présentait dans le jeu. Peu de temps après, ils firent la rencontre d'un groupe d'hommes rats, l'une des races demi-humaines peuplant ce monde. Bien qu'étant des monstres de faible niveau, capables de propager des maladies, ils n'attaquèrent pas. Leurs instincts leur dictaient que l'écart de niveau entre eux et le groupe de Shiro était bien trop considérable. Malgré cela, Shiro observa qu'il pourrait néanmoins se révéler dangereux s'ils se retrouvaient acculés. Afin d'éviter de perdre un temps précieux et de risquer une infection due à leurs effets de maladie, il décida qu'il leur fallait impérativement trouver un autre chemin. Au cours d'un court repos, ils furent une fois de plus confrontés à l'une des réalités les plus rudes de ce monde, la nourriture totalement insipide. Même lorsqu'ils étaient au moins préparés en utilisant les commandes du menu, chaque plat, qu'il s'agisse de curry de fruits de mer ou de jambalaya, possédait Bien que les ingrédients invariablement bruts, la tels que même le sucre, saveur le fade, sel et les fruits, rappelant une conservassent bouillie leur goût totalement originel, dépourvue leur de combinaison sel. Ne donnait qu'une bouillie insipide, salée ou sucrée, ce qui leur faisait ardemment regretter les saveurs des fast-foods et des bentos de supérette. À cet instant précis, Shiro fut destinataire d'un appel télépathique émanant de Marielle. Elle l'informa qu'elle était parvenue à contacter Sarara par télépathie. La jeune fille était saine et sauve, et se trouvait actuellement sous la protection d'un joueur bienveillant à Suzuki-no Nawa. Pendant ce temps, à Suzuki-no, Sarara s'ennuyait profondément dans sa cachette, déplorant son choix de la sous-classe jugée inutile de femme de chambre et occupant son temps à nettoyer, ce qui, de manière fortuite, eut pour effet d'augmenter son niveau de domestique. Peu de temps après, celui qui l'avait secouru et mis à l'abri, un homme-chat du nom de Nayanta, fit son retour, apportant avec lui de bien sombres nouvelles concernant la situation de la ville. La guilde Brigandia y semait la terreur, pillant et tourmentant sans distinction les autres joueurs et les habitants du pays. Malgré tout, il rassura Sarara et lui annonça que l'équipe de secours arriverait dès le lendemain, aux alentours de midi. De retour dans le Palm Deep, le groupe de Shiro fut confronté à un obstacle de taille lorsqu'un pont branlant qu'ils étaient en train de traverser s'effondra subitement, précipitant Shiro dans l'abîme. Durant cet instant de chute libre, une multitude de souvenirs déferla dans l'esprit de Shiro. Il se remémora avoir été une personne introvertie, se sentant constamment seul, même au milieu de ses amis, et comment Eldertale était devenu son refuge, son échappatoire. Grâce à son immense savoir, il devint rapidement un joueur vétéran des plus respectés. Cependant, sa renommée lui apporta également son lot de désagréments, car les gens cherchaient sans cesse à l'exploiter pour obtenir des objets rares et des informations, le laissant ainsi épuisé et profondément frustré. Puis il se remémora les jours les plus joyeux de son existence, lorsqu'il était un membre actif du Debauchery Party, partant à l'aventure avec de véritables amis et éprouvant la pure joie de la découverte. Ces souvenirs lui insufflèrent une force nouvelle, et juste avant d'être complètement englouti par les ténèbres, Akatsuki plongea à sa suite pour le secourir, tandis que Naotsugu les hissa tous deux en lieu sûr. Lorsqu'il reprit connaissance, il remercia chaleureusement ses deux amis, et ils réalisèrent alors que leur corps de niveau 90 était en réalité bien plus résistant qu'ils ne l'avaient initialement imaginé. Non seulement ils n'avaient Leur conversation ne tarda pas à révéler un fait minime tout à fait inattendu. suite à cette grande Akatsuki chute, était en réalité mais une il ne étudiante ressentait universitaire, également ce qui presque surprit aucune énormément fatigue, Naotsugu, qui ne et put ce, s'empêcher de la taquiner malgré la longueur longueur du du en périple. retour que ses habituels et rapides coups de croix de pied. Leur périple se poursuivit jusqu'à ce qu'il soit soudainement entravé par un monstre rat gigantesque, un rat masso qu'il supposait être l'une des nouvelles créatures introduites avec l'extension pionnier de la novosphère. N'ayant aucune autre option, le groupe prit la décision de combattre, tandis que Naotsugu s'avança pour attirer l'attention de la bête. Tandis que Shiro employait des sorts de soutien tels que otage épineux pour infliger des dégâts continus, choc mental pour diminuer la capacité d'évasion de l'ennemi, et lame aiguisée pour accroître la puissance d'attaque d'Akatsuki, cette dernière acheva ensuite le monstre d'un coup d'assassinat critique et dévastateur. Après avoir vaincu leur adversaire, ils parvinrent enfin
à localiser la sortie de cette zone souterraine. Et leur récompense, Shiro fut prit un conscience spectacle que, absolument bien que de époustouflant. nombreux joueurs Un aient pu magnifique apercevoir lever de cette scène soleil dans le jeu, au sommet de la montagne. ils étaient en réalité les tout premiers aventuriers de ce monde réel à en être véritablement cependant les les témoins. témoins Frappant avec cette beauté une sereine, victoire à authentique, Suzukino, une la découverte brutalité de la guilde concrète Brigandia et de qui son chef conférait à Demikas tous leurs se efforts poursuivait un sans le sens moindre répit. profondément Il ordonna à ses significatif. subordonnés de ratisser la ville entière à la recherche de Sarara et de l'homme-chat Nyanta. L'histoire prend place dans le monde d'Eldertale, un royaume édifié sur les fondations du projet Alfgaia, le transformant ainsi en une version miniature dont l'échelle est réduite de moitié par rapport à la taille de la Terre réelle, et où la portion de terre correspondante au Japon est désignée sous le nom des îles croissantes de Yamato. À son point le plus septentrional s'étend l'Empire Esso, qui constitue également la destination finale du groupe de Shiro. Alors qu'ils approchaient de la ville de Suzukino, ils abordèrent le sujet de la Guilde Brigandia, une organisation déjà tristement célèbre à l'époque où Eldertale n'était encore qu'un simple jeu, et qui à présent, dans ce monde devenu réalité, prospérait comme des poissons dans l'eau, répandant la terreur en toute impunité. Après avoir achevé un appel, Shiro exposa sa stratégie à Akatsuki. Il rencontrerait Sarara et son protecteur directement à l'intérieur de la ville, plutôt qu'à l'extérieur. En effet, si un combat venait à éclater et qu'ils étaient tués, ils réapparaîtraient à la cathédrale d'Akihabara, tandis que Sarara, elle, demeurerait piégée à la cathédrale de Suzukino. De surcroît, étant donné que Sarara figurait sur la liste d'amis d'un membre de Brigandia, elle serait immédiatement repérée dès l'instant où elle quitterait la zone de sécurité privée où elle se dissimulait. Il leur fallait donc agir avec une rapidité et une détermination extrême avant que l'ennemi ne puisse les rattraper. Suivant scrupuleusement les ordres de Shiro, Akatsuki employa ses compétences de classe de tracker, discrétion et mouvement silencieux pour devenir totalement invisible, tandis que le groupe entamait sa mission de sauvetage. Dès l'instant où ils pénétrèrent dans la ville de Suzukyo, leur présence fut instantanément détectée par des membres de Brigandia qui recherchaient frénétiquement Sarara. Cependant, le groupe de Shiro parvint rapidement à atteindre le point de rendez-vous, situé en un lieu nommé le Corridor du Temps, où ils retrouvèrent enfin Sarara. À leur grande surprise, celui qui l'avait secouru et protégé n'était nul autre que Nyanta, un homme chat-bretteur de niveau 90 et un ancien camarade, un coéquipier hautement respecté que Shiro avait jadis désigné comme leader durant les jours glorieux du Debauchery Tea Party. Ces retrouvailles inattendues furent source d'une immense joie et d'une confiance renouvelée. Avec son allure de gentleman et sa singulière habitude de ponctuer ses phrases d'un miaou, Nyantar accepta sans hésiter de les raccompagner à Akihabara, n'ayant plus aucune raison valable de demeurer à Suzuki Nuanua. Cependant, alors qu'il s'apprêtait à prendre le départ, Akatsuki signala que des ennemis approchaient depuis le nord, menés par un guerrier massif aux allures d'ours que Nayanta identifia comme étant Demikas, le redoutable chef de la guilde Brigandia. Sans la moindre hésitation, ils s'échappèrent promptement par l'arrière, mais peu de temps après, ils se retrouvèrent encerclés par l'intégralité des forces de Brigandia. Demikas railla et menaça Sarara, ayant l'intention de tuer Nyanta en premier afin de briser son moral et de la contraindre à la soumission. Face à une armée écrasante, Sarara trembla de peur. Mais Nyanta et Shiro conservèrent un calme absolu. Shiro provoqua Demikas, le surnommant Demi-Glace, et se moquant ouvertement de sa lâcheté, puis il proposa un duel entre les guerriers les plus puissants afin de régler définitivement cette affaire. Avec une ruse des plus subtiles, Shiro détourna l'attention de Demikas et désigna plutôt Londark de l'Acier Gris, un sorcier qui semblait être le combattant le plus redoutable et compétent. Finalement, son orgueil étant profondément blessé, Demikas rugit de fureur et accepta le duel contre Nayanta. Le combat débuta. Demikas, un moine de niveau 90, se lança à l'assaut avec un déluge d'attaques rapides et consécutives, tandis que Nayanta s'appuyait sur sa grande agilité et ses deux rapières pour esquiver et contre-attaquer. Avec une précision des plus habiles, il appliqua des malus afin d'affaiblir la puissance d'attaque, la défense et l'évasion de Demikas, faisant ainsi progressivement pencher la balance en sa faveur. Comprenant qu'il était en train de perdre, Demikas rompit sa promesse et ordonna à ses membres de guilde de se joindre au combat. Naotsugu activa sans délai sa compétence hurlement d'encre afin d'attirer l'attention des soigneurs adverses, tandis que Sarara, suivant scrupuleusement les instructions de Shiro, entreprit de soigner Nayanta et Naotsugu. Cependant, en raison de son niveau encore modeste, elle s'épuisa très rapidement. Alors que la barre de vie de Naotsugu approchait dangereusement de l'épuisement total, Shiro lui fit signe d'activer sa compétence défensive ultime, le château de pierre, une technique qui générait une barrière impénétrable durant 10 secondes, mais qui possédait un temps de recharge de 10 minutes. Demikas et ses subordonnés riaient avec dérision, pensant que c'était un acte désespéré. Mais ils n'avaient aucune idée que tout cela faisait partie d'un piège minutieusement préparé. Pendant ces 10 précieuses secondes, Sarara a concentré toutes ses forces pour restaurer entièrement la santé de Naotsugu. Et au moment où le château de pierre s'est dissipé, Shiro a déchaîné son atout majeur. Il a lancé Épinotage sur Demikas, et à cet instant précis, Nayanta s'est élancé, assénant une série stupéfiante de 9 coups en moins de 2 secondes. Les 5 premiers coups ont détruit le premier ensemble d'épines, infligeant 5000 points de dégâts.
Puis, avec un timing parfait au millième de seconde, Shiro a relancé Épinotage dès que son temps de recharge s'est réinitialisé, et les 4 coups suivants de Nayanta ont déclenché le second ensemble d'épines, infligeant 4000 dégâts supplémentaires. Combiné aux dégâts de l'arme, ce combo dévastateur a complètement anéanti la barre de vie de Demi-Casse en un instant, le laissant, lui et toute la guilde Brigandia, stupéfaits d'horreur et d'incrédulité. Leur chef vaincu, Shiro a déclaré victoire et annoncé que la route entre Suzukino et Akihabara était sécurisée, mettant fin au règne de terreur de Brigandia. Avant d'être renvoyé à la cathédrale, Demi-Casse a juré qu'il n'oublierait jamais le visage du vilain à lunettes, Shiro. Sans perdre un seul instant, le groupe a invoqué ses griffons et s'est envolé dans le ciel, échappant à Suzukino au milieu de l'étonnement de leurs ennemis. Sur le chemin du retour, Akatsuki a réfléchi au travail d'équipe extraordinaire qu'elle venait de voir, une stratégie impeccable, exécutée sans un seul mot échangé, et ensemble, ils sont rentrés chez eux, à Akihabara. Dans le monde d'Elder Tale, les personnages non joueurs, ou PNJ, étaient généralement des entités sans vie, répétant sans cesse des lignes préprogrammées, n'existant que pour remplir leur rôle désigné au sein du jeu. Cependant, depuis l'événement connu sous le nom d'Apocalypse, un changement profond s'était produit. Après avoir réussi à sauver Sarara de Suzukino et traverser le canal du Port-Lumière sur des griffons, le groupe a décidé de camper et de se reposer. C'est là qu'une découverte révolutionnaire a complètement changé leur compréhension de ce monde. Nayanta, dont la sous-classe était un chef de niveau 90, a utilisé les ingrédients bruts qu'ils avaient récoltés pour cuisiner à la main, sans dépendre du système de menu du jeu, et a produit des plats avec une saveur réelle. Un festin somptueux de viande grillée parfumée et de sauces riches, brisant la règle de la nourriture insipide qu'ils avaient supportée si longtemps. Cela prouvait que dans cette nouvelle réalité, les compétences d'artisanat comme la cuisine n'étaient ni plus de simples mécaniques de jeu, mais de véritables capacités capables de produire des résultats réels et tangibles si l'utilisateur possédait une expertise suffisante. Après ce repas satisfaisant, le groupe s'est formellement présenté les uns aux autres, et c'est alors qu'Akatsuki et Sarara ont appris que Shiro, Naotsugu et Nayanta étaient autrefois des membres clés du légendaire groupe de raid connu sous le nom de Debaucherie Tea Party. Un groupe non classé comme une guilde, mais plutôt un rassemblement de joueurs d'élite partageant la même passion pour l'aventure. Cette vérité expliquait leur coordination extraordinaire au combat, ainsi que leur possession d'objets rares tels que des griffons. Cela a également approfondi l'admiration d'Akatsuki pour Shiro. Au cours de leur conversation, Shiro a brièvement évoqué 2 joueurs novices qu'il avait aidés par le passé, une paire de frères et sœurs jumeaux nommés Toya et Minori. En utilisant le système de mentorat, une fonctionnalité rarement utilisée qui permettait aux joueurs de haut niveau de temporairement abaisser leur niveau pour jouer aux côtés des débutants, il les avait guidés et soutenus lors de leur premier pas dans le jeu. Cependant, depuis l'Apocalypse, il avait perdu contact avec eux, bien qu'il sût qu'ils avaient rejoint une guilde. Sur le chemin du retour, une averse soudaine les a forcés à chercher un abri, et par hasard, ils sont arrivés au village d'Arbe, une petite colonie sur le plateau d'Arbe. Là, ils ont rencontré les PNJ, désormais connus comme les gens de la Terre, qui étaient très différents des personnages sans âme et répétitifs qu'ils avaient dès connus dans le jeu. Les villageois d'Arbe, menés par l'ancien Fedor, possédaient des personnalités, des émotions et des souvenirs propres. Ils avaient des familles et des histoires sur leur vie, comme le récit de la façon dont le vieux Fedor a courageusement traversé une tempête de neige pour emmener sa belle-fille à une clinique pour accoucher. Cette interaction a fait profondément réfléchir Shiro sur la vraie nature de ce monde. Ils ont réalisé que les gens de la Terre étaient vraiment humains, ils vivaient en harmonie avec leur environnement et menaient leur propre vie indépendante. Cela a soulevé une question profonde. Peut-être étaient-ce les aventuriers, avec leur corps puissant et leur capacité à ressusciter à l'infini, qui étaient les véritables anomalies de ce monde. Ce soir-là, les villageois leur ont offert de délicieux plats locaux comme du fromage et des saucisses, des articles considérés comme des aliments de type ingrédients, et conservant ainsi leurs saveurs authentiques, ce qui a renforcé davantage la théorie sur l'importance des compétences professionnelles. Pendant ce temps, à Akihabara, une image complètement différente se dessinait. La ville était tombée dans un chaos silencieux où les forts exploitaient les faibles. Les frères et sœurs jumeaux, Toya et Minori, après s'être retrouvés piégés, avaient rejoint une guilde dans l'espoir de trouver la sécurité, mais furent plutôt exploités sans pitié. Ils étaient forcés de collecter des matériaux toute la journée, et s'ils ne parvenaient pas à atteindre leur quota, ils étaient punis. Leur vie était remplie de désespoir et de souffrance. Dans ces moments les plus sombres, Minori se demandait souvent ce que son professeur, Shiro, aurait fait à sa place. Le lendemain, alors que Toya continuait de travailler, une voix familière a résonné sur la place, c'était celle de Mariel, annonçant le retour en toute sécurité de Sarara. Dans ce moment fugace, l'espoir s'est allumé en Toya, qui a couru vers la voix et a finalement aperçu Shiro, le mentor qu'ils avaient tant désiré revoir. Pourtant, il a choisi de ne pas l'approcher.
se détournant plutôt déterminé à affronter ses propres difficultés seul. Dans le nouveau monde d'Eldertale, les guildes jouaient un rôle immensément important. Elles n'étaient ni plus de simples groupes temporaires de joueurs, mais des organisations structurées offrant de nombreux avantages tels que le stockage partagé, des systèmes de communication privés et surtout l'accès à des salles de guilde au sein du bâtiment de guilde. Dès le retour en toute sécurité de Sarara, sa guilde, l'Alliance de la Lune Croissante, a organisé un grand festin de bienvenue. Cet événement est devenu remarquable car il a marqué la première fois que tout le monde pouvait goûter des aliments avec une saveur réelle, grâce à la cuisine magistrale de Nayanta. Cependant, cette joie s'accompagnait aussi de la prise de conscience que tout le monde ne pouvait pas reproduire une telle saveur. Cela exigeait une compétence de chef à un certain niveau, et même parmi ceux de niveau égal, le goût variait toujours en fonction du savoir-faire individuel. Reconnaissant l'importance stratégique de cette découverte, Marielle a décidé de la garder secrète pendant un certain temps pour éviter un chaos inutile au sein de la ville. Pendant la fête, alors que l'atmosphère était joyeuse et animée, Shiro a approché Marielle pour une conversation privée. Il l'a interrogée sur la situation à Akihabara pendant son absence, et elle a partagé, sur un ton plutôt pessimiste, que bien que les incidents de PK aient diminué, la ville semblait développer un ordre social souterrain, où des guildes puissantes comme DDD, avec plus de 500 membres, établissaient progressivement des règles non écrites et prenaient le contrôle des meilleurs terrains de chasse, poussant les guildes plus petites dans une position désavantageuse. La situation est devenue encore plus compliquée lorsque d'autres guildes puissantes, comme les Chevaliers de l'Épée Noire et l'Épée d'Argent, incapables de rivaliser en nombre, ont décidé de se concentrer sur la qualité, en s'efforçant d'atteindre le niveau 91 et même 100 après que le plafond de niveau ait été relevé dans la nouvelle extension. Pour y parvenir, ils avaient formé une alliance avec une guilde tristement célèbre appelée Hamelin, une organisation spécialisée dans l'attraction de nouveaux joueurs pour les exploiter, s'emparant des précieuses potions X qui leur étaient celles distribuées quotidiennement et les vendant à de grandes guildes pour en tirer profit. Après avoir entendu tout cela, Shiro est tombé dans une profonde contemplation. Il a réalisé que le chaos et la corruption à Akihabara n'étaient pas la faute d'un seul individu, mais la responsabilité collective de tous, y compris lui-même, qui avait choisi de rester à l'écart et de ne rien faire. Désormais, il ne pouvait plus l'ignorer. Ses pensées furent interrompues lorsqu'il se souvint des frères et sœurs jumeaux, Toya et Minori, qu'il avait autrefois aidés. Tous deux se trouvaient actuellement dans la guilde Hamelin. La culpabilité et le remords dans son cœur le poussèrent à agir. Après une nuit blanche et une conversation avec Nayanta sur la nature des relations et l'importance de s'efforcer de créer quelque chose de significatif, Shiro a finalement trouvé sa réponse. Il a décidé qu'il ne pouvait plus fuir ou blâmer le système. Il devait provoquer le changement lui-même. Shiro a contacté Minori, utilisant un simple système de code basé sur des toux pour confirmer la situation des frères et sœurs. Il a promis qu'il viendrait les secourir et leur a dit de lui faire confiance. Immédiatement après, il a rassemblé tout le monde, Naotsugu, Akatsuki, Nayanta, Sarara et toute la guilde de l'Alliance de la Lune Croissante. Il a annoncé son plan, non seulement pour secourir Toya et Minori de Hamelin, mais aussi pour assainir toute la ville d'Akihabara. Il a dénoncé la lâcheté, la mesquinerie et la misère qui avaient englouti la cité. Un endroit où les gens semblaient simplement exister plutôt que de vivre réellement. Il a affirmé que 30 000 joueurs n'étaient pas un si grand nombre et qu'ils avaient tous sous-estimé ce monde. Il devait devenir plus déterminé. Son plan commençait par une exigence et un capital initial de 5 000 milles d'or, une somme colossale. Cependant, il a expliqué que l'argent n'était que le début. Le plus important était l'espoir et la bonne volonté de chacun. Il croyait que si tous ceux qui aimaient cette ville unissaient leurs forces, ils pourraient triompher. Pour réaliser ce plan, il a déclaré qu'il formerait sa propre guilde. Au milieu de la surprise et de l'excitation de tous, Shiro a annoncé le nom de sa guilde, Log Horizon. Avec un objectif clair et un plan audacieux, Shiro a commencé la première phase de sa campagne pour transformer le visage d'Akihabara. Il avait besoin d'un capital énorme de 5000 milles d'or, un chiffre qui, pour Marielle et les membres de l'Alliance de la Lune Croissante, était complètement impensable, car leur trésorerie totale s'élevait à seulement 60 000 d'or. Pour lancer l'exécution du plan, toute la guilde s'est mise en mouvement sous le commandement de Shiro. Ils ont commencé à chasser des sangliers dans la forêt du Jardin Royal, mais pas pour récupérer de la viande comme un butin ordinaire, non. Au lieu de cela, leur objectif était de les capturer vivants. Ils avaient découvert que si un cuisinier expérimenté préparait des animaux capturés vivants, la créature entière pouvait être utilisée, produisant ainsi bien plus d'ingrédients que de simplement les vaincre et de ramasser des objets. Pendant ce temps, au quartier général de la guilde, Nayanta devint le professeur pour ceux qui désiraient apprendre l'art de la cuisine. Il leur enseigna comment assaisonner les aliments et créer des plats avec une saveur authentique. Pendant ce temps, bien que Marielle ne fût pas habituée à la paperasse, elle dut se débattre avec des piles de budget et de documents que Shiro et Henrietta avaient méticuleusement préparés.
Shiro travaillait sans relâche, élaborant des plans détaillés, recueillant des informations sur toutes les guildes d'Akihabara et évaluant leurs capacités ainsi que leurs effectifs, à tel point que même Henrietta ne put s'empêcher d'admirer la détermination implacable et l'efficacité redoutable de sa stratégie. Il réalisa que dans un monde sans loi, ils devaient créer leur propre nouveau système de règles, capable de générer des profits légitimement tout en maintenant les gens volontairement satisfaits. Après de nombreux jours de préparation intense, le plan fut finalement mis en œuvre. L'Alliance de la Lune Croissante ouvrit un petit stand de nourriture en plein cœur de la place centrale, nommé Crescent Burger, proposant comme plat principal des hamburgers aromatiques et savoureux, absolument incomparables à tout ce que les joueurs avaient pu imaginer auparavant. Instantanément, ce modeste petit stand devint une véritable sensation. Les habitants d'Akihabara, lassés depuis longtemps des repas insipides, ils s'y précipitèrent pour savourer à nouveau vendu le goût en un clin d'œil. Le succès retentissant de Crescent Burger rapporta non seulement un profit colossal dès le tout premier jour, plus de 43 000 pièces d'or, mais plus important encore, il envoya un message puissant à toute la ville, un message d'espoir. Cela prouva qu'il était tout à fait possible de créer des produits de haute qualité et de grande valeur, semant ainsi une graine d'espoir dans le cœur des citoyens d'Akihabara pour une vie meilleure. Cet événement attira rapidement l'attention des guildes majeures, qu'elles soient de combat ou de production, sans distinction. Ils réalisèrent que l'émergence de nourriture aux saveurs authentiques allait complètement transformer l'économie de la ville et l'équilibre des pouvoirs. Mais pour Shiro, vendre des burgers et gagner de l'or n'était qu'un tremplin, la toute première étape d'un plan bien plus vaste et ambitieux. Pendant que l'Alliance de la Lune Croissante était occupée à gérer l'entreprise, Shiro contacta secrètement un vieil ami, un ancien membre du Debaucherie Tea Party, Saojiru Seda, le maître de guilde de la Brigade du Vent d'Ouest, une guilde de combat petite mais extrêmement élite. Shiro partagea sa vision d'un nouvel Akihabara, un endroit où les gens pourraient vivre avec dignité et un véritable but, un lieu qui ne serait plus perçu comme une prison. Il avait besoin de l'aide de Saojiru, non pas pour vendre des burgers, mais pour quelque chose de bien plus significatif et d'une importance capitale. Bien que Saojiru ne comprit pas entièrement le plan de Shiro, sa confiance absolue en son ancien camarade, le stratège le plus brillant qu'il ait jamais connu, le poussa à accepter sans la moindre hésitation, sans poser de questions. Le plan de Shiro prenait progressivement forme, chaque pièce du puzzle trouvait sa place, s'assemblant avec précision. Avec le soutien de l'Alliance de la Lune Croissante, des guildes plus petites, et maintenant d'une puissante guilde de combat telle que la Brigade du Vent d'Ouest, Shiro était prêt pour la deuxième phase de son plan, une phase qui irait bien au-delà du simple commerce culinaire et affecterait profondément toute la structure sociale d'Akihabara, la transformant. Une révolution se préparait discrètement, et le cerveau derrière tout cela n'était autre que l'homme connu sous le nom du méchant à lunettes. Dans le monde d'Eldertale, les quêtes constituaient une partie absolument inséparable de la vie quotidienne des joueurs. Elles allaient de simples tâches, comme retrouver des personnes égarées, à de grandes aventures qui octroyaient de précieuses récompenses, telles que de l'expérience, de l'or, des objets rares, des connaissances magiques, ou encore des recettes d'artisanat uniques. Le sifflet d'invocation de Griffon, que possédait le groupe de Shiro, était également une récompense issue d'une quête d'une telle ampleur. Après le début réussi de Crescent Burger, la prochaine étape du plan de Shiro consistait à réunir la somme colossale de 5000 pièces d'or, le capital absolument nécessaire pour mener à bien la phase suivante de sa campagne. Pour y parvenir, il envoya Marielle et Henrietta, les deux représentantes de l'Alliance de la Lune Croissante, négocier avec les trois plus grandes guildes de production d'Akihabara, la guilde des marchands Roderick, l'Agence Marine et la 8e rue commerçante, des entités influentes. Ce fut véritablement une bataille d'esprit, une confrontation intellectuelle. Depuis la catastrophe, les matières premières étaient devenues de plus en plus rares, car moins de joueurs osaient s'aventurer à l'extérieur. Cependant, pour l'apparition combattre, soudaine de conférant nourriture ainsi aux saveurs aux grandes authentiques guildes provenant de de Crescent production Burger était un devenu avantage une opportunité dominant lucrative et qu'aucune des grandes guildes incontestable ne voulait manquer. en matière Bien que Marielle et d'approvisionnement. Henrietta fussent intérieurement anxieuses, elles affichèrent un front calme et confiant alors qu'elles entamaient leurs négociations cruciales. Au début, elles proposèrent que les guildes fournissent des ingrédients pour leur stand de nourriture. Mais peu après, elles orientèrent habilement la conversation vers quelque chose de bien plus vaste et d'une portée bien plus grande, la préparation par l'Alliance de la Lune Croissante d'une campagne majeure. Un défi qu'elles ne pouvaient accomplir seules et pour lequel elles avaient absolument besoin d'assistance. Elles firent subtilement allusion à une nouvelle quête légendaire liée à l'expansion, les pionniers de la Novosphère, une quête exigeant un investissement colossal de 5000 pièces d'or, mais promettant des récompenses au-delà de toute imagination, des trésors inestimables. Pour donner plus de poids à leurs paroles, elles révélèrent que le cerveau derrière cette campagne n'était autre que Shiro, le soi-disant méchant à lunettes, un stratège brillant du légendaire groupe de raid Debaucherie Tea Party et le propriétaire de griffons rares et puissants. La simple mention du nom de Shiro fut suffisante pour faire reconsidérer leur position au chef de guilde. Ils étaient absolument certains que toute quête menée par un homme de son calibre rapporterait d'immenses profits, des gains considérables. Comme preuve du potentiel de la quête, Nayanta leur servit personnellement un pudding, préparé à partir des œufs d'un roc, un monstre de niveau 85, une démonstration subtile qu'il possédait des recettes culinaires avancées et exclusives que personne d'autre ne détenait, des secrets bien gardés.
Enfin, pour éviter de créer un déséquilibre de pouvoir, Marielle proposa que chaque guilde contribue un tiers de la somme requise, soit 1500 000 pièces d'or par guilde, en échange d'un accès complet aux détails du plan et aux formules de cuisine exclusives une fois la mission accomplie et réussie. L'offre était tout simplement trop alléchante pour être refusée. Les 3 chefs de guilde acceptèrent rapidement, et ainsi Shiro réussit à obtenir le capital dont il avait besoin sans jamais révéler son véritable plan, ses intentions profondes. Pendant ce temps, à la guilde Hamelin, la situation des jumeaux Toya et Minori restait inchangée. Ils continuaient d'être exploités et piégés dans un travail sans espoir. Se souvenant du conseil de Shiro de stocker les biens importants à la banque, Minori était rongée par la culpabilité et le remords de s'être montrée faible et d'avoir tout perdu, une lourde charge. Elle se sentait indigne d'être sauvée par Shiro jusqu'à ce qu'un message de sa part arrive, promettant qu'il viendrait les secourir le lendemain. Cette unique promesse ralluma leur espoir, donnant aux 2 frères et sœurs la force d'endurer leur cruelle réalité et d'attendre leur libération imminente. De retour au quartier général de l'Alliance de la Lune Croissante, Marielle et Henrietta revinrent épuisées mais fières de leur accomplissement. Elles avaient accompli sans la moindre faille la tâche que Shiro leur avait confiée avec une précision remarquable. Shiro les accueillit avec des rafraîchissements, révélant calmement que l'obtention des fonds n'était que le commencement. La véritable bataille était sur le point de débuter. Le lendemain, chaque maître de guilde d'Akihabara reçut une invitation à une réunion qui allait déterminer l'avenir de la ville, organisée conjointement par Log Horizon et l'Alliance de la Lune Croissante, un événement majeur. Une confrontation sans épée ni sort, mais débordante de tension, était sur le point de se dérouler, une bataille où Shiro affronterait les figures les plus puissantes d'Akihabara et les persuaderait d'accepter sa vision, son projet audacieux pour l'avenir. Au même moment, renforcés par la promesse de Shiro, Toya et Minori résolurent de commencer leur À la veille de propre l'événement combat. historique, connu Leur sous le nom de propre lutte conférence de pour la la table liberté. ronde, l'atmosphère au sein du quartier général de la guilde était électrique d'anticipation, alors que les leaders des guildes les plus puissantes d'Akihabara commençaient à arriver, incluant DDD, les Chevaliers de l'Épée Noire, Honesty, la Brigade du Vent d'Ouest, et Silver Sword, représentant les guildes de combat les plus influentes de toutes, des forces majeures. Ainsi que l'Agence Marine, la Guilde des Marchands Roderick, la 8e rue commerçante, Grandeur et Radio Market, représentant les guildes de production, et bien sûr, l'Alliance de la Lune Croissante, conjointement avec la guilde nouvellement établie, Log Horizon, agissant en tant qu'initiatrice de cette réunion capitale. Shiro, représentant Log Horizon, commença son discours, mais fut immédiatement interrompu par Isaac, le chef des Chevaliers de l'Épée Noire, et William Massachusetts, le dirigeant de Silver Sword, qui exigèrent qu'il aille droit au but, sans perdre de temps, en présentation formelle et inutile. Shiro présenta ensuite le but de la réunion. Discuter et trouver des solutions pour l'état alarmant d'Akihabara depuis l'apocalypse, un monde d'où il pourrait ne jamais pouvoir revenir, une réalité effrayante et incertaine. Il proposa la création d'un conseil pour gérer les problèmes collectifs de la ville. Cependant, sa proposition fut accueillie avec scepticisme et opposition de la part des chefs de guilde, en particulier ceux des guildes de combat, qui affirmèrent que c'était un effort inutile, similaire à la précédente tentative de former une alliance de petites guildes, qui selon eux, ne servait que des intérêts personnels et égoïstes. Ils déclarèrent n'avoir aucune préoccupation pour l'état de la ville, car ce n'était pour eux qu'un simple endroit où vendre des objets, et après cela, Silver Sword quitta la réunion. Pendant ce temps, à la guilde Hamelin, une opération de sauvetage secrète était déjà en cours, discrètement. Suivant les instructions de Shiro, Toya et Minori rassemblèrent tous les joueurs novices captifs et se préparèrent à leur évasion. Shiro avait positionné Akatsuki et Neotsugu à des points stratégiques pour leur apporter un soutien crucial, et plus important encore, il avait pris le contrôle de l'intégralité du bâtiment de la guilde, le transformant en une zone de sécurité absolue. De retour à la réunion, Shiro continua de clarifier sa véritable intention. Il affirma n'avoir Son objectif aucun désir ultime de former une alliance pour le bénéfice de quelques-uns, mais plutôt d'améliorer et de dénoncer les pratiques d'exploitation de guildes comme Hamwin, les comparant au chaos sans loi de Suzukino, soulignant l'urgence de lois créées et appliquées par les joueurs eux-mêmes. Un débat houleux éclata, et lorsqu'on lui demanda comment les décisions du conseil seraient mises en œuvre, Shiro révéla son atout majeur. Il déclara avoir acheté l'intégralité du bâtiment de la guilde, choquant toutes les personnes présentes. Avec la propriété de la zone, Shiro détenait un contrôle total sur qui pouvait entrer ou sortir, y compris l'accès à la banque où la plupart des joueurs stockaient tous leurs biens. Ce fut une manœuvre incroyablement stratégique, le transformant d'un défenseur de la paix en quelqu'un capable de tenir efficacement en échec toute la communauté de joueurs d'Akihabara. Il déclara sans ambages que quiconque s'opposerait à la conférence de la table ronde serait banni du bâtiment de la guilde, gelant de fait leurs biens. Face à cette menace, les chefs de guilde n'eurent d'autre choix que de rester et d'écouter attentivement. Au même moment, l'évasion de Hamelin avait commencé. Toya et Minori appliquèrent ça les tactiques que Shiro leur avait enseignées, affrontant les membres de Hamelin. Toya utilisa ses compétences de samouraï pour réduire l'ennemi au silence,
tandis que Minori érigeait des barrières défensives pour gagner du temps et permettre aux autres de fuir. Ils atteignirent avec succès la sortie, où ils furent accueillis par Xiaoyu et In, deux membres de l'Alliance de la Lune croissante envoyés par Shiro en renfort. Cependant, ils furent arrêtés par Shredder, un membre de Hamelin, qui attaqua brutalement Toya. À ce moment-là, Akatsuki apparut et vainquit rapidement Shredder. Simultanément, Shiro, utilisant son contrôle sur la zone, verrouilla l'accès du bâtiment de la guilde à tous les membres de Hamelin, mettant ainsi complètement fin à leur règne d'oppression. Avec tous les joueurs novices secourus avec succès, la bataille de Shiro à la conférence de la table ronde atteignit également sa conclusion. Il avait réussi à contraindre les guildes majeures à participer à l'établissement d'un nouvel ordre pour Akihabara, avec deux objectifs principaux, restaurer la vie de la ville et créer des lois qui uniraient tout le monde. Et ainsi, la bataille pour reconquérir l'avenir d'Akihabara commença officiellement avec Shiro, l'homme connu comme le méchant à lunettes, se tenant au centre de tout cela. Après la conférence de la table ronde, Akihabara commença à connaître des changements positifs. Une semaine passa et la ville semblait avoir été comme renaître, remplie de vie et d'espoir, tout cela découlant du discours persuasif de Shiro. Lors de la conférence, il révéla un secret révolutionnaire. La capacité de créer des objets et des technologies qui n'avaient jamais existé dans Elder Tale. Tant que les joueurs possédaient l'expertise nécessaire, ils pouvaient fabriquer n'importe quoi en utilisant les matériaux disponibles dans ce monde. Un excellent exemple fut lorsque les principales guildes de production, après avoir reçu un indice de Shiro, réussirent à construire une machine à vapeur fonctionnelle en moins de 12 heures. Cette découverte ouvrit une nouvelle ère pour l'économie d'Akihabara, où la créativité et le travail seraient valorisés par-dessus tout. Cela fournit également une forte motivation aux gens pour quitter la ville afin de chasser, de collecter des ressources et de s'engager dans des activités économiques, résolvant ainsi les problèmes d'oisiveté et de désespoir. Parallèlement à la stimulation de l'économie, Shiro proposa également des règles fondamentales pour assurer la sécurité et l'équité pour tous. Celles-ci incluaient l'interdiction de l'abus de puissance dans les zones de bas niveau, la reconnaissance des droits fondamentaux tels que la liberté de rejoindre ou de quitter des guildes, et surtout la reconnaissance des gens de la Terre comme de véritables êtres humains, méritant les mêmes droits que les aventuriers. Bien que cette proposition ait initialement rencontré de la résistance, Shiro persuada progressivement les chefs de guilde grâce à son raisonnement aiguisé et sa vision à long terme. Une fois que Krusty, le chef de DDD, la plus grande guilde de combat, exprima son soutien, d'autres guildes majeures, telles que la Brigade du Vent d'Ouest, les Chevaliers de l'Épée Noire et Honesty, acceptèrent également de se joindre. Ainsi, la conférence de la table ronde fut officiellement établie, une alliance des principales guildes d'Akihabara, unies sous un objectif commun, construire une société meilleure. Immédiatement après la fin de la conférence, les premières décisions furent mises en œuvre. Le secret de la fabrication d'aliments, au goût authentique, fut rendu public. Une petite taxe fut introduite pour chaque utilisation du bâtiment de la guilde, afin de financer les opérations du conseil, et un grand festival gastronomique fut organisé pour célébrer l'événement. Au même moment, Shiro traita de manière décisive avec la guilde Hamelin, en leur interdisant l'accès aux bâtiments de la guilde et à la banque, paralysant complètement leur capacité à opérer et forçant leurs membres à quitter la ville dans la misère. Pendant ce temps, les joueurs novices secourus trouvèrent un nouveau foyer. La plupart d'entre eux rejoignirent l'Alliance de la Lune croissante, attirés par la gentillesse et la bravoure de Xiaoyua lors du sauvetage, rendant le hall de guilde surpeuplé, un développement surprenant mais bienvenu. Au même moment, Log Horizon accueillit deux nouveaux membres, nul autre que Toya et Minori. Les frères et sœurs, sans hésitation, vinrent de demander leur admission dans la guilde du professeur, qu'ils admiraient profondément. Face à leur sincérité et leur détermination, Shiro, désormais maître de guilde, ne put refuser et les accepta avec joie. Ce soir-là, sous un ciel étoilé, les anciens et nouveaux membres de Log Horizon se rassemblèrent autour du curry épicé de Nyanta, partageant un moment chaleureux et paisible qui marqua un nouveau départ. Cependant, la paix ne dura pas longtemps. La nouvelle de la transformation d'Akihabara parvint aux oreilles des gens des royaumes de Lance. Ils commencèrent à envoyer des émissaires pour enquêter, et bientôt, une invitation officielle d'Istil, l'un des puissants royaumes, arriva à la conférence de la table ronde. Dans les jours qui suivirent, la vie dans ce nouveau monde continua d'avancer. Lors d'une séance d'entraînement pour les nouveaux membres de Log Horizon, Toya et Minori, sous la direction stricte mais bienveillante de Naotsugu et Akatsuki, s'habituèrent progressivement à leur rôle au sein d'un groupe. Ils apprirent l'importance de la coordination et de la compréhension des forces et faiblesses de chaque classe. Pendant ce temps, au quartier général de Log Horizon, Shiro poursuivait ses recherches inlassables. Il ne cherchait pas seulement un moyen de retourner dans le monde réel, mais s'efforçait également de comprendre la vraie nature de ce nouveau monde. Il expérimenta avec sa compétence de scribe, espérant créer des choses qui transcenderaient les limites du jeu, tout comme les chefs et les artisans l'avaient déjà fait. La pièce inattendue fut brisée par une explosion émotionnelle de Mariel, qui était épuisée par la paperasse et aspirait ardemment à des vacances d'été.
Pour résoudre cela et simultanément remplir l'engagement de la conférence de la table ronde envers la formation de nouveaux joueurs, Shiro conçut rapidement une solution. Organiser un camp d'entraînement estival pour tous les aventuriers de niveau inférieur à 40 dans la ville côtière de Shaoxi, dans la région de Zandlef. Ce plan non seulement satisfit le souhait de Mariel, mais créa également une opportunité pour la nouvelle génération de joueurs d'apprendre et de grandir dans un environnement sûr et structuré. Alors qu'Akihabara bourdonnait d'excitation en se préparant pour le camp, un autre événement majeur se produisit, une délégation de la Ligue des Cités Libres d'Istol, l'une des factions les plus puissantes des gens de la Terre, arriva à Akihabara. Il portait une invitation officielle du seigneur Sergent Cohen, demandant à la conférence de la table ronde d'envoyer des représentants à un conseil des seigneurs et à un bal qui se tiendrait le mois suivant. Cela marqua le premier contact officiel entre les aventuriers et les forces politiques des gens de la Terre, posant un défi diplomatique extrêmement complexe pour la table ronde. Ils devaient peser la chance d'obtenir des informations précieuses sur ce monde contre le risque d'être empêtrés dans les intrigues politiques des puissances indigènes. Après d'intenses délibérations, la table ronde décida d'envoyer une délégation composée de Krusty, en tant que représentante officielle du conseil, Michitaka représentant les guildes de production, et Shiro servant d'analyste en renseignement. Henrietta choisit également de les accompagner, officiellement en tant qu'observatrice, mais en vérité pour prendre soin d'Akatsuki. La destination de la délégation était le palais de glace éternelle, le lieu du bal, une magnifique structure entièrement construite de glace magique. Là, ils rencontrèrent et conversèrent avec le seigneur Sergeyat Cohen, le chef de la Ligue d'Istol. Grâce à cette rencontre, Shiro réalisa que la structure sociale des gens de la Terre était étonnamment similaire au système de guilde des aventuriers, où le pouvoir était distribué et les décisions prises par la discussion. Cependant, l'atmosphère au bal était tendue. Les deux parties restaient prudentes et observatrices, cherchant à recueillir des informations l'une sur l'autre sans trop en révéler. Pendant ce temps, au camp d'été de Kaoxi, les nouveaux joueurs profitèrent de la brise marine fraîche et se préparaient pour leur prochain défi, une expédition de donjons appelée la forêt de la Granda. Ce serait un véritable test de tout ce qu'ils avaient appris, et plus important encore, ils devraient y faire face sans l'aide directe de leurs instructeurs, une leçon importante d'indépendance et de confiance entre coéquipiers, une leçon que Shiro avait soigneusement notée et confiée à Minori. Dans le monde d'Eldertale, les donjons sont des zones spéciales où les batailles contre les monstres se déroulent dans des espaces confinés, exigeant un travail d'équipe complexe. Au palais de glace éternelle, au milieu de l'atmosphère solennelle du bal, la délégation de la table ronde faisait face à un autre type de champ de bataille, une lutte diplomatique tendue. Krusty, en tant que représentante officielle, déclina habilement les invitations à danser pour gagner plus de temps à converser avec le seigneur Sergeya, tandis que Shiro, malgré sa réticence, fut poussé sur la piste de danse pour ouvrir l'événement. Heureusement, Henrietta, avec sa classe de barde, devint une partenaire de danse parfaite, guidant Shiro avec grâce à travers chaque pas, tout en expliquant le rôle d'un barde, une classe de soutien qui utilise la musique pour renforcer les alliés et affaiblir les ennemis par des effets persistants. Pendant que Shiro et Henrietta dansaient, Akatsuki fut inopinément entraînée par un groupe d'enfants des gens de la Terre pour jouer à cache-cache. Dans ce moment fugace de joie, elle réalisa la différence entre elle, une aventurière, et les enfants ordinaires. Au même moment, Minori devenait anxieuse à propos de l'expédition de donjons à venir, alors elle contacta Shiro. Il la rassura en lui rappelant les principes fondamentaux du combat en groupe qu'il lui avait enseignés, soulignant qu'elle n'était jamais seule et que le niveau n'était pas tout. Cette brève conversation donna un grand courage à Minori. Le lendemain, Shiro et la délégation découvrirent que leur nouvelle méthode de cuisine avait commencé à se répandre dans toute la communauté des gens de la Terre, signe de l'influence croissante des aventuriers. Shiro expliqua que pour éviter de causer des effets négatifs, il devait mieux comprendre ce monde. Il analysa également la situation politique complexe de la Ligue d'Istol, où les familles nobles tentaient de rallier les aventuriers à leur cause. Ils réalisèrent également que le système de quête avait changé depuis l'Apocalypse, entraînant des conséquences imprévisibles, surtout pour les nouveaux joueurs. Pendant ce temps, au camp d'été dans la forêt de la Grande, le groupe de Minori, incluant Toya, Izuzu, Sarara et un sorcier arrogant nommé Rundle House Code, se préparait pour sa première expédition. Bien que des désaccords initiaux surgirent en raison de leur personnalité conflictuelle, ils finirent par entrer dans le donjon. Leur première bataille contre un groupe de 3 squelettes se déroula relativement bien. Toya, servant de tank samouraï, attira habilement l'attention de l'ennemi avec des attaques à longue portée, tandis que Rundle House démontrait le pouvoir destructeur d'un sorcier. Et Izuzu, en tant que barde, utilisa ses chants de soutien pour amplifier leur force magique. Cependant, l'arrogance et l'inexpérience de Rundle House menèrent rapidement au désastre.
Il ne remarqua pas les archers-squelettes cachés qu'il avait pris pour cible, et en utilisant un puissant sort, il attira l'attention de tous les ennemis sur lui-même. Leur formation s'effondra complètement, et les autres, étant incapables de soigner à temps, ils n'eurent taille d'autre choix que de fuir dans le chaos et la défaite. Au même moment, au bal, Krusty déclina poliment mais fermement l'invitation d'un certain seigneur et s'approcha plutôt de la princesse Lenisha Lard Cohen, petite fille du seigneur Sergeia, et l'une des figures les plus importantes d'Istil, l'invitant à danser. Ce fut une manœuvre diplomatique significative. Dans le monde d'Elder Tale, outre les aventuriers et les gens de la Terre, il existait également des races demi-humaines, telles que les gobelins, des créatures cruelles et nombreuses. Bien qu'individuellement plus faibles qu'un aventurier de niveau intermédiaire, leur force résidait dans leur nombre écrasant et leur diversité. Ils occupaient principalement les régions du nord-est de l'archipel de Yamato. Pendant ce temps, au Palais de Glace Éternelle, la délégation de la Table Ronde faisait face à un programme dense de banquets et de réunions avec les seigneurs d'Istol. Ils décidèrent de se séparer pour y assister. Shiro participerait à la réunion du conseil académique, Mishitaka assisterait au banquet du seigneur Dart, et Krusty rejoindrait le rassemblement des jeunes chevaliers. Confiante en sa capacité à gérer la flatterie, Krusty s'arma d'un bouclier exceptionnellement robuste. Nul autre que la princesse Lanisha elle-même, qui l'avait astucieusement transformée en sa compagne tout au long de la conférence. Lanisha, une princesse à la nature mélancolique mais intrinsèquement paresseuse, qui ne désirait rien de plus que de paresser toute la journée, trouva initialement la présence de Krusty extrêmement gênante, le croyant capable de lire ses pensées. Cependant, avec sa perspicacité et son acuité psychologique, Krusty tourna rapidement la situation à son avantage. Il proposa un arrangement mutuellement bénéfique, ils apparaîtraient ensemble, offrant l'excuse parfaite pour éviter les réunions sociales fastidieuses, tout en servant de bouclier contre l'examen minutieux des autres seigneurs et nobles. Lors d'un match amical contre les chevaliers d'Istol, Krusty démontra la puissance écrasante d'un aventurier de niveau 90. Il vainquit facilement tous ses adversaires et gagna sa récompense, l'honneur d'escorter la princesse Lanicia au banquet du soir. Au cours de leur conversation privée, Krusty brisa progressivement la carapace de Lanisha. Il la compara à sa jeune sœur dans le monde réel, qui partageait des habitudes paresseuses similaires, et admit que sa présence apaisait son mal du pays. Leurs échanges, il illustra subtilement la différence fondamentale entre les aventuriers et les gens de la Terre. La liberté. La liberté de faire ce que l'on désirait, de dormir quand on le souhaitait, et de voyager partout, bien que cette liberté exigeât aussi une grande détermination et responsabilité. Ce qui commença comme une relation d'exploitation mutuelle se transforma lentement en une relation de compréhension et d'empathie. Pendant ce temps, au camp d'été, le groupe de Minori, après son premier échec, continuait de lutter dans sa tentative de conquérir le donjon de la forêt de la Grande. Ils échouèrent à plusieurs reprises, accablés par le blâme et l'impuissance. Izuzu commença même à douter de sa bataille d'esprit entre la conférence de la table ronde faible et manquait de potentiel. Continuait. Malgré sa propre anxiété, Minori s'efforça de rester inébranlable, croyant que c'était une épreuve qu'ils devaient surmonter par eux-mêmes. Après avoir réalisé l'immense pouvoir et le potentiel des aventuriers, surtout en technologie et en économie, les seigneurs cherchèrent toutes les opportunités de les rallier, offrant des titres nobles et promettant de grands avantages, comme des demandes d'aide pour développer la technologie de transport maritime, afin de contrer les menaces de monstres. Shiro et sa délégation reconnurent cela comme un piège sophistiqué, et savaient qu'ils devaient faire attention à ne pas s'empêtrer dans les disputes politiques internes d'Istol. Ils devaient établir des règles claires pour la coopération entre les deux parties. C'est aussi pourquoi Shiro envoya Akatsuki recueillir des renseignements. Elle découvrit que bien que les seigneurs désiraient la coopération, ils étaient aussi profondément méfiants et craintifs de la force des aventuriers, se disputant entre eux pour savoir s'il fallait gérer la situation par la diplomatie ou par la force. La dernière nuit de la conférence, alors que Shiro se tenait seul sur le balcon en contemplation, il rencontra un mage mystérieux qui se présenta comme Regan dans l'atmosphère solennelle du Palais de Glace Éternelle. Un homme qui semblait en savoir entre bien trop sur la nature de l'érudit magicien et héritier du titre de sage du lac Myrtle de ce monde. Regan révéla une hypothèse surprenante. L'événement connu sous le nom d'Apocalypse était la troisième activation d'une magie de classe mondiale appelée Fraction du Monde. La première eut lieu il y a 350 ans, lorsque les princesses de la race elfe, poussées par la vengeance, utilisèrent le sort
pour La créer des seconde races eut demi-humaines lieu il y a à partir 240 d'âmes ans, errantes, lorsque que la l'on change magie le monde d'invocation dans un âge de divine ténèbres fut utilisée pour amener les aventuriers, messagers des dieux, dans ce monde afin de combattre les demi-humains. Reagan expliqua que, selon la théorie de l'âme, la vie se compose de deux types d'énergie, la psyché, ou l'âme équivalente au PM, contenant la conscience et la personnalité, et l'anima, ou le corps équivalent au PV, détenant les souvenirs stockés dans le cerveau. Lorsqu'une personne de la Terre meurt, son anima et sa psyché se dissolvent complètement. Cependant, un aventurier possède un mécanisme de résurrection similaire à celui des demi-humains, permettant à sa psyché de retourner à la cathédrale et de reconstruire son anima. Pourtant, ce processus est imparfait, entraînant la perte d'une partie de leur expérience, ou en d'autres termes, une partie de leur mémoire. Cela implique qu'à chaque fois qu'un aventurier meurt, il perd des fragments de ses souvenirs, peut-être même ceux liés au monde réel. Pendant ce temps, au camp d'été de Kaoxi, après une série d'échecs consécutifs, l'atmosphère au sein du groupe de Minori était devenue insupportablement lourde. Le blâme et les accusations mutuelles les poussèrent au bord de l'effondrement. Toya, Randallhouse, Isuzu et Sarara étaient tous submergés par la frustration et l'impuissance. Malgré tous leurs efforts, ils ne comprenaient pas pourquoi ils continuaient d'échouer, même aux défis les plus simples du donjon. Minori, qui avait fait de son mieux pour diriger le groupe, selon les enseignements de Shiro, se sentait également confuse et anxieuse. Elle sentait qu'elle avait manqué quelque chose de vital, un élément essentiel du combat en groupe que Shiro n'avait jamais explicitement mentionné. Le lendemain matin, avant de se préparer pour une autre tentative probablement futile, Minori rassembla son courage et suggéra qu'ils arrêtent d'entrer dans le donjon pendant un certain temps. Elle avait réalisé que ce qui leur manquait qu'au lieu de foncer la tête baissée vers l'échec, ils prennent le véritable temps de s'asseoir, de parler et une connexion sincère. Se comprendre vraiment les uns les autres. Ils étaient simplement un groupe d'étrangers réunis par le hasard, pas de vrais amis ou camarades. Ce n'est que lorsqu'ils pourraient se faire confiance et compter les uns sur les autres qu'ils pourraient devenir une véritable équipe capable de surmonter n'importe quel défi ensemble. Pendant ce temps, au palais, après avoir terminé sa conversation avec Reagan, Shiro et sa délégation retournèrent à leurs négociations politiques. Ils firent face à des offres de coopération alléchantes mais dangereuses de la part des seigneurs, chacun avec ses propres agendas et stratagèmes pour attirer le pouvoir des aventuriers de leur côté. Mais avec sa compréhension plus profonde de la nature du monde et de ses dangers cachés, Shiro décida de maintenir une position neutre et prudente. Il savait qu'avant de prendre toute décision critique, ils devaient comprendre le monde et leur propre place en son sein. Ils ne pouvaient pas non plus cesser de penser à ce que Reagan avait révélé, le risque de perdre des souvenirs à chaque de leur défaite ne résidait pas dans leurs compétences individuelles, changer la façon mais bien dans leur manque de compréhension et de confiance mutuelle. La vie et la mort a audacieusement suggéré qu'ils passent du temps à discuter. Ils savaient qu'ils ne pouvaient laisser personne d'autre le savoir, les préférences et les habitudes de combat de chacun. Trouvé une solution. La discussion a commencé de manière maladroite, initiaux, mais à mesure que chacun s'ouvrait lentement, ils ont découvert des choses qu'ils ignoraient totalement les uns des autres. Toya a expliqué le rôle d'un tank samouraï et l'importance cruciale d'attirer l'attention de l'ennemi. Tandis que Randallhouse, ou Roddy, partageait des informations sur ses puissants sorts et leurs vulnérabilités inhérentes, Isuzu a révélé une compétence de soutien unique, la fugue du lâche, capable de réduire les dégâts perçus de l'ennemi, offrant ainsi un avantage tactique des plus cruciaux. Grâce à cette conversation approfondie, ils ont réalisé que ce n'est qu'en combinant les forces de chaque individu qu'ils pourraient entrer former une équipe véritablement solide et efficace. Forts de cette nouvelle compréhension, ils sont retournés au donjon de la forêt de la Granda avec un esprit totalement renouvelé. Cette fois, Minori, forte de la confiance et des connaissances acquises auprès de Shiro, a commandé le groupe avec une excellence remarquable. Elle a assigné des rôles très clairs. Toya en tant que tank de première ligne, attirant et retenant les ennemis, Sarara comme guérisseuse principale, Rudy et Isuzu en tant que principaux infligeurs de dégâts, tandis qu'elle supervisait le champ de bataille et fournissait un soutien essentiel aux besoins. En conséquence, ils ont facilement vaincu les ennemis qui les avaient autrefois contraints à fuir. Ils se sont déplacés avec une coordination parfaite, ont attaqué en harmonie et se sont soutenus mutuellement sans aucune faille. Cette victoire leur a non seulement accordé de l'expérience et du butin, mais plus important encore, elle leur a apporté une immense joie et une grande confiance. Ils avaient appris la leçon la plus précieuse du travail d'équipe, la confiance, et étaient devenus de véritables amis. Pendant ce temps, au palais de glace éternelle, la délégation de la conférence de la table ronde, malgré des négociations politiques complexes, avait tout de même obtenu certains résultats concrets. Bien qu'épuisé par les longues réunions, Shiro n'a jamais oublié de consacrer du temps à l'étude et à la recherche approfondie de ce monde. Il a continué à pratiquer ses compétences de scribe, espérant créer des objets magiques qui pourraient véritablement modifier le cours des événements. Les événements apparemment sans lien au palais et au camp d'entraînement furent soudainement interrompus par une invasion de grande envergure de demi-humains. Une armée massive de monstres sawajin, semblables à des poissons,
émergea de la mer de manière inattendue et attaqua la zone du camp de Choshi. Mais Otsugu et les autres instructeurs ont rapidement organisé une défense, tandis que Shuryu se précipitait au combat pour protéger tout le monde et ordonnait aux autres d'avertir les groupes encore présents dans la forêt. La situation est devenue extrêmement critique et préoccupante. Alors que l'invasion se propageait sur toute la péninsule de Zantleaf, les aventuriers participant au camp d'entraînement furent plongés dans une véritable bataille pour leur survie. Bien qu'il ne s'agisse que d'un groupe improvisé, ils firent de preuve d'une coordination remarquable pour repousser l'ennemi, achetant ainsi un temps précieux pour que les nouveaux joueurs puissent se retirer en toute sécurité. Pendant ce temps, au palais de glace éternelle, la nouvelle de l'invasion arriva très rapidement. Grâce à une conférence télépathique d'urgence brillamment organisée, Shiro a connecté tous les membres clés de la table ronde, les réunissant malgré leur dispersion en différents lieux afin d'affronter la crise comme un seul homme. Il a expliqué que cette invasion était une conséquence directe de l'événement du retour du roi gobelin, un événement récurrent dans le jeu qui, s'il était ignoré par les joueurs, déclencherait l'ascension d'une armée de gobelins extrêmement puissante. Depuis l'apocalypse, personne n'était intervenu, ce qui signifiait que cette force gobeline était devenue plus forte que jamais auparavant. Shiro a également révélé une vérité troublante. La force militaire des habitants du pays, y compris la Ligue Distale, était insuffisante pour résister à cette invasion. Et le statut des chevaliers d'Izumo, une armée légendaire du jeu, demeurait totalement inconnu. Face à une guerre de grande envergure inévitable et à la possibilité de pertes dévastatrices, non seulement pour les aventuriers, mais aussi pour les habitants mortels du pays, qui pourraient mourir de façon permanente. L'atmosphère de la réunion devenait de plus en plus tendue. Au palais, la princesse Lannister reçut la sombre nouvelle que son père devrait retourner à Meyama pour diriger la défense de la ville contre l'armée gobeline, tandis qu'elle et son grand-père devaient rester pour poursuivre la conférence et maintenir la stabilité politique. Cette situation a contraint Lenisha à une position difficile, la forçant à affronter les responsabilités qu'elle avait toujours tenté de fuir. De retour au camp d'entraînement, les survivants de l'attaque initiale se sont regroupés sur le terrain de l'école, où la peur et la confusion se sont rapidement propagées parmi tous. Neotsugu et les autres instructeurs ont fait de leur mieux pour les calmer, tout en analysant la situation, concluant que la prochaine cible de l'armée gobeline était probablement la ville de Kaoshi, une ville sans murs, donc particulièrement vulnérable à un assaut. Une vive dispute a éclaté parmi les nouveaux joueurs, une partie plaidait pour la retraite afin de sauver leur vie, tandis que l'autre, menée par Toya, insistait sur le fait qu'ils ne pouvaient pas abandonner des personnes innocentes à leur sort. À ce moment critique, Minori a proposé un plan audacieux. Au lieu de défendre une ville indéfendable, ils devraient prendre l'initiative de frapper les premiers, de perturber les plans de l'ennemi et de s'emparer de l'avantage stratégique. C'était une décision téméraire, mais elle a aussi montré la croissance et le sens des responsabilités de ces jeunes aventuriers. Ils avaient réalisé qu'en tant qu'aventuriers, ils possédaient un pouvoir certain, et avec ce pouvoir venait le devoir de protéger les faibles, même quand personne ne le leur demandait, et même quand il n'y avait aucune récompense en jeu. Au même moment, Shiro a également pris une décision importante. Il a partagé un secret qu'il venait de découvrir. Chaque fois qu'un aventurier meurt, il perd une partie de ses souvenirs du monde réel. Cette révélation a provoqué un choc immense, mais Krusty a fermement déclaré que la peur n'était pas une option, et que l'inaction par crainte du risque était bien pire que la mort elle-même. Il a partagé sa propre expérience, admettant qu'il avait déjà perdu une partie de ses souvenirs, mais cela ne l'avait pas arrêté pour autant. Les mots de Krusty ont ravivé le courage de tous, les aidant à surmonter leur peur et à se concentrer sur la recherche d'une solution concrète. Naotsugu et Nayanta, bien que combattant sur un champ de bataille différent, sont également arrivés pour soutenir les nouveaux joueurs. Et en tant qu'adultes, ils ont respecté la décision de Minori. Ils lui ont accordé la liberté de mener à bien son plan, comprenant que la liberté est un privilège des aventuriers, un privilège qui s'accompagne de responsabilités et d'une grande détermination. Et il croyait que Minori était prête à assumer cette lourde responsabilité. Dans l'obscurité épaisse qui recouvrait le champ de bataille, les jeunes aventuriers sous le commandement de Minori ont lancé un assaut nocturne audacieux contre l'armée gobeline. Le plan émanait de sa propre détermination, car elle croyait que prendre l'initiative d'attaquer plutôt que de défendre passivement jetterait l'ennemi dans la confusion la plus totale et perturberait sa coordination, ralentissant ainsi son avance et rendant les assauts ultérieurs plus faciles à repousser. Toya a chargé en avant pour attirer 2 escouades ennemies dans un piège bien préparé. Pendant ce temps, Minori, dont la vision était améliorée par une potion oculaire magique empruntée à Naotsugu, pouvait voir clairement dans l'obscurité comme un chat et commandait l'intégralité de la bataille depuis l'arrière. Elle a ordonné à Reddy d'utiliser des sorts à petite échelle pour contenir l'ennemi et conserver son énergie pour des attaques plus puissantes, tout en dirigeant Isuzu pour qu'elle utilise des champs de soutien, afin d'amplifier considérablement la force de l'équipe. Tout semblait se dérouler parfaitement, un véritable témoignage de leur croissance et de leur esprit d'équipe. Pendant ce temps, dans le somptueux palais de glace éternelle, un autre type de bataille se déroulait, une lutte diplomatique des plus tendues. Les seigneurs de la Ligue d'Ista, lors d'une réunion secrète sans la présence des aventuriers, ont révélé leur désespoir et leur peur profonde. Ils ont réalisé que Shaoxi ne pourrait pas tenir longtemps et que les prochaines cibles des gobelins pourraient être Tsukuba ou même Meihama.
Certains soupçonnaient même que l'invasion était un stratagème des aventuriers eux-mêmes pour les affaiblir. Mais surtout, une vérité profondément alarmante était soigneusement dissimulée. Les chevaliers d'Izumo, la force militaire légendaire sur laquelle ils avaient toujours compté, avaient disparu sans laisser la moindre trace. Cela les laissait dans une position désespérée, les forçant à envisager une stratégie impitoyable, sacrifier l'une de leurs villes comme appât pour créer une opportunité propice à une contre-attaque de grande envergure. Après la première bataille, le groupe de Minori a profité d'un bref moment de repos bien mérité. Ensemble, ils ont partagé le premier butin qu'ils avaient gagné par leur propre force, une paire de gants de mage, et sans la moindre hésitation, ils ont tous accepté de les donner à Reddy, le seul à pouvoir les utiliser. Ce moment a encore approfondi leur amitié et leur confiance mutuelle. Ils ont partagé leur crainte de combattre dans l'obscurité, mais ont en même temps renforcé leur résolution que protéger ceux qui en avaient de besoin était la véritable mission d'un aventurier, une mission noble. De retour à la conférence officielle, l'atmosphère est devenue tendue, alors que les seigneurs commençaient à faire pression sur la délégation de la table ronde. Avec arrogance, ils ont affirmé que combattre les gobelins était un devoir divin, une bénédiction des dieux que les aventuriers immortels devaient absolument accomplir. De tels propos condescendants ont mis Michitaka en rage, qui ne pouvait plus contenir sa fureur. Il a déclaré sans détour qu'ils n'étaient pas des citoyens de la Ligue d'Isto et n'avaient aucune obligation d'obéir aux ordres de quiconque, qu'ils n'étaient pas des pions jetables à envoyer au combat simplement parce qu'ils étaient immortels. Car aucun des seigneurs ne connaissait la douloureuse vérité, chaque fois qu'ils mouraient, les aventuriers devaient payer un prix terrible et irréversible. La confrontation houleuse a mené les négociations à une impasse totale, jusqu'à ce que, à ce moment précis, quelqu'un d'inattendu fasse son apparition. La princesse Lancia. Longtemps considérée comme une jeune fille paresseuse et timide, elle est entrée dans la grande salle avec une détermination inébranlable dans les yeux. Elle a déclaré qu'elle irait elle-même à Akihabara pour faire appel à une armée de volontaires. Ces paroles ont choqué toutes les personnes présentes et brisé l'impasse des négociations. Elle a ouvertement condamné la lâcheté et le manque de respect des seigneurs, affirmant que demander de l'aide à des personnes libres comme les aventuriers devait venir de la sincérité et du respect, et non de la coercition ou de la tromperie. Pour prouver sa résolution, elle a révélé le secret que les seigneurs avaient désespérément tenté de dissimuler, la disparition des chevaliers d'Izumo. Lenisha a fermement déclaré qu'elle irait à Akihabara, se tiendrait dans les rues et parlerait à chaque aventurier en personne, cherchant ceux qui étaient prêts à aider par leur propre liberté et leur volonté. Son discours, rempli d'un courage admirable, a complètement changé la situation, même si elle s'est effondrée d'épuisement immédiatement après. Shiro n'a pu s'empêcher de ressentir une profonde admiration pour la résolution de la princesse. Il a réalisé que dans un monde où les aventuriers sont des êtres de liberté, seul un respect sincère et une persuasion venant du cœur pouvaient les émouvoir. Et c'était cette princesse autrefois paresseuse et timide qui pourrait bien être celle qui sauverait la Ligue d'Istal de sa propre paralysie. Lorsque la princesse Lanisha a posé le pied pour la première fois dans la ville animée d'Akihabara, elle n'a pu cacher son étonnement et une pointe de peur face à un monde si complètement étranger. Mais elle s'est rapidement rassurée, se disant que c'était sa propre décision et qu'elle ne pouvait pas se permettre de paraître faible. Après s'être assuré de sa sécurité, Krusty est temporairement retourné à son quartier général de guilde, confiant la princesse à Shiro et Akatsuki, qui l'accompagneraient et la soutiendraient dans ses tout premiers pas dans la ville. Pendant ce temps, la vie à Akihabara suivait son cours habituel. Michitaka trouvait les choses un peu ternes sans Shiro et la princesse à ses côtés, tandis que Saojiru continuait d'être entouré par les membres féminins de sa guilde, qui l'admiraient avec un enthousiasme absolument inébranlable. Shiro a compris que pour que l'appel de Lanisha ait le plus grand impact possible, les premières impressions étaient absolument cruciales. Ainsi, il l'a emmené rencontrer Karishin pour préparer son discours devant tous les aventuriers présents. Ensemble, ils ont sélectionné une armure de Valkyrie à la fois magnifique et digne, ainsi qu'une épée, non pas pour le combat, mais pour symboliser la détermination et la force. L'apparition soudaine d'une véritable princesse au cœur de la ville a rapidement attiré l'attention de tous les habitants. Ils étaient curieux, captivés et bourdonnés d'une excitation palpable. En attendant, Lanisha a même goûté pour la toute première fois le célèbre burger croissant, une saveur de ce nouveau monde qui l'a rempli de surprises et d'un grand délice. Après qu'Akatsuki et d'autres l'aient aidé à se changer, Lanisha est apparue dans une armure d'argent brillante, une image à la fois belle et résolue qui a instantanément gagné l'admiration de tous. Shiro avait rassemblé une foule massive sur la place et est rapidement allé droit au but, annonçant l'émergence de 20 000 gobelins dans le nord et la grave menace qu'ils représentaient pour la Ligue d'Istal. Il a expliqué que, bien qu'Akihabara puisse se défendre, abandonner Istol entraînerait des pertes catastrophiques pour les habitants du pays. Pourtant, il a également souligné qu'il n'y aurait aucune récompense matérielle directe pour leur aide, aucune. Après avoir présenté cette difficile réalité, il a introduit la star du jour, la princesse Lanisha. Dans son armure de Valkyrie étincelante, elle est montée sur scène, s'est présentée et a commencé un discours des plus sincères et émouvants. Elle n'a pas caché la faiblesse d'Istel, elle a ouvertement admis que les seigneurs s'étaient comportés lâchement, ayant l'intention d'exploiter et de forcer les aventuriers immortels à combattre en leur nom.
Elle a publiquement révélé le secret de la disparition des chevaliers d'Izumo et, au nom de tous, a incliné la tête dans les excuses les plus sincères et profondes. Elle a dit qu'elle ne possédait rien de valeur pour les rembourser, qu'il n'y avait aucun prix digne de leur liberté, mais en tant que membre de la famille Cohen, elle était liée par le devoir de protéger la ville de Mejama, coûte que coûte. Et bien qu'elle ne fût elle-même qu'une jeune fille faible et paresseuse, une simple décoration, elle a déclaré qu'elle se battrait. Cette ferme déclaration a ému le cœur de milliers d'aventuriers rassemblés en ce lieu, et puis elle a lancé son dernier appel, un appel non basé sur le devoir ou la récompense, mais sur la bonne volonté et leur propre liberté, elle les a suppliés de combattre à ses côtés. Le discours de Lanisha a réussi au-delà de toute imagination. Les acclamations de soutien ont retenti à travers toute la place. Les aventuriers qui aspiraient à un but, à une cause à laquelle croire, furent complètement captivés par le courage et la sincérité de la princesse, une sincérité rare. Immédiatement, Krusty s'est avancé et a annoncé la formation d'une armée expéditionnaire, avec lui-même comme commandant et Shiro comme stratège. Une campagne de recrutement massive et urgente a alors commencé. Par la suite, tandis que Lanisha était encore stupéfaite par ce qu'elle venait d'accomplir, Shiro, Krusty et Michitaka ont rapidement élaboré un plan d'action. Ils ont décidé de privilégier la vitesse, une force d'élite d'environ 1200 volontaires serait rapidement transportée au port de Narashino à bord d'un prototype de navire à vapeur nommé Ossipate, une toute nouvelle invention des guildes de production. Pendant ce temps, Shiro se dirigerait vers le parc équestre de Midronte pour y établir un centre de commandement stratégique. Cependant, les actions unilatérales de Lanisha ont suscité des inquiétudes politiques. Lord Sergei Cohen, son grand-père, a rencontré Michitaka, craignant que les autres seigneurs ne soupçonnent la famille Cohen de conclure des accords secrets avec Akihabara pour renforcer leur propre pouvoir. Mais après avoir bien compris la situation, il a fait une proposition extrêmement sage. Au lieu d'essayer de fusionner la conférence de la table ronde avec l'Alliance Noble, il a suggéré de signer un pacte de non-agression et un traité commercial, reconnaissant Akihabara comme une puissance égale, un pas diplomatique historique et majeur. Pendant ce temps, au camp d'été, après avoir repoussé avec succès la première vague d'attaque, les nouveaux joueurs ont été chaleureusement accueillis par Marielle. Neotsugu a réalisé que c'était la jeune génération, celle qui n'était pas liée par l'ancienne mentalité d'un simple jeu, qui pouvait le plus facilement accepter les habitants du pays comme de véritables êtres humains, et était prête à se battre pour les protéger. De retour à Akihabara, toutes les préparations étaient terminées. Krusty était prêt à mener son armée au combat, et avec son ordre final, tuez-les tous. La première expédition des aventuriers d'Akihabara a officiellement commencé son périple. Les forces d'avant-garde, sous le commandement de Krusty, après avoir débarqué au port de Narashino, ont rapidement avancé vers l'ouest en direction du lac Kasumi pour affronter de front l'avant-garde Goblin sans hésitation. La bataille fut féroce et intense, mais grâce à un leadership supérieur et à la force écrasante des aventuriers de haut niveau, l'armée de Krusty a complètement dominé l'ennemi, brisant ses lignes avec une facilité déconcertante. Même lorsque les géants sont arrivés pour renforcer les gobelins, ils n'ont pas faibli, mais ont poursuivi l'attaque sans relâche. Cependant, au milieu du chaos de la bataille, la princesse Lanisha a remarqué quelque chose d'étrange, bien que Krusty semblait se délecter du combat. Ses yeux portaient une profonde tristesse, une solitude qui ne pouvait être exprimée par des mots. Pendant ce temps, au centre de commandement stratégique établi au parc équestre de Midron, Shiro travaillait sans relâche et avec une grande concentration. Ils avaient réussi à mettre en place un réseau de communication télépathique complexe, permettant à Shiro de coordonner toutes les unités combattant sur les différents fronts de manière fluide et efficace. Pourtant, Shiro était également conscient d'un problème difficile à résoudre. Vaincre l'armée gobeline n'était pas l'objectif ultime. Plus important encore, il devait empêcher les gobelins, une fois vaincus, de se disperser et d'attaquer les villages des habitants du pays. Par conséquent, son plan était de piéger et d'attirer toutes les forces gobelines en un seul point stratégique. Et l'emplacement clé de toute cette stratégie était la ville de Kaoxi, où les nouveaux joueurs étaient stationnés. Au même moment, à Kaoxi, les nouveaux joueurs faisaient face à leur propre épreuve, une armée de Sawajin, des monstres humanoïdes, ressemblant à des poissons et se comptant par milliers, étaient soudainement apparus et avaient encerclé la ville. Confronté à un ennemi écrasant et féroce, Marielle s'est levé et a appelé tout le monde à combattre ensemble pour protéger la ville. La bataille à Kaoxi a éclaté, et dans cette lutte acharnée, le groupe de Minori a de nouveau brillé de mille feux. Ils ont non seulement combattu avec bravoure, mais ont également démontré une croissance remarquable dans leur coordination et leur exécution tactique. Toya et Sarara étaient devenus bien plus forts. Izuzu et Ruddy combattaient en parfaite et étonnante harmonie. Et surtout, Minori elle-même a brillamment employé le style de combat à contrôle total, autrefois utilisé par Shiro, une stratégie exigeant une large conscience situationnelle, des calculs d'énergie précis jusqu'au dernier pourcentage, et la capacité de prédire le déroulement des batailles jusqu'à 30 secondes à l'avance. Bien que Minori ne puisse prévoir qu'environ 10 secondes dans le futur, elle a prouvé qu'elle réduisait constamment l'écart entre elle et le professeur qu'elle admirait profondément.
Cependant, la bataille est devenue de plus en plus brutale alors qu'une pluie torrentielle soudaine est arrivée, suivie de l'apparition de deux loups redoutables, plongeant le groupe de Minori dans une situation extrêmement dangereuse. Les attaques de l'ennemi n'étaient si féroces que leur capacité de guérison ne pouvait même plus suivre le rythme. Lorsque Toya était sur le point de s'effondrer, Rudy a pris la décision de se sacrifier, attirant l'attention des loups pour créer une ouverture cruciale pour ses coéquipiers. Son acte courageux leur a permis de renverser le cours de la bataille, mais le coup était insupportable. Rudy était tombé. Et alors une vérité choquante a été révélée. Rudy était une personne du pays, un habitant. Cela signifiait que sa mort était permanente et irréversible. Toutes les tentatives de réanimation de Sarara et Minori furent vaines. La douleur et l'impuissance ont submergé tout le groupe. En larmes, Isuzu a avoué qu'elle connaissait ce secret depuis le début, mais n'avait pas pu se résoudre à le dire à qui que ce soit, craignant que cela ne brise le rêve de Rudy de devenir un aventurier. Confrontée à cette cruelle vérité, Minori a pris une dernière décision. Elle a rassemblé toutes ses forces et a lancé un appel désespéré à l'aide à Shiro. Un appel qui transcendait les lois même de ce monde, un cri du cœur. Et quand Shiro a entendu ce cri de détresse, cela l'a frappé au plus profond de son être. Même s'il était en pleine coordination de la guerre, il n'a pas hésité à tout laisser de côté pour répondre à l'appel de ses élèves, sans la moindre seconde d'hésitation. Il a immédiatement quitté le poste de commandement, a confié le contrôle opérationnel à Karishin et a urgemment chevauché son griffon en direction de Kaoxi. D'innombrables pensées ont envahi son esprit. Que pouvait-il faire dans ce monde déraisonnable, surtout quand Minori avait besoin de lui maintenant plus que jamais auparavant? Alors qu'il volait vers le champ de bataille, Shiro a rapidement évalué la situation. Il savait que les sorts de résurrection normaux ne fonctionnaient pas sur les habitants du pays, car leurs âmes se dissiperaient une fois leur corps détruit, sans espoir de retour. Cependant, selon l'hypothèse de Ragan, si le corps pouvait être restauré à temps, l'âme pourrait être préservée. Shiro chargea Minori et Sarara de lancer sans cesse des sorts de résurrection pour retarder l'effondrement du corps de Rudy. Ce fut une course contre la montre. Le corps de Rudy était à peine maintenu, son âme continuait de s'éteindre. Au milieu du chaos de la bataille en cours, Shiro mit rapidement un plan en œuvre, une nouvelle magie qu'il avait lui-même créée. Il avait préparé à l'avance un contrat rédigé avec les matériaux magiques les plus raffinés, le papier du roi des fées et de l'encre faite à partir de l'œil du dragon du temps, afin d'accomplir un rituel jamais tenté auparavant. À son arrivée, Shiro ordonna à tous de former un cercle défensif. Le chant d'Isuzu assurant la récupération d'énergie, il débuta le rituel. D'abord, via sa capacité d'enchanteur, Canal Mana, il absorba un fragment des âmes de chaque membre présent, y compris la sienne, puis transféra une partie de cette énergie d'âme combinée à Rudy. Il utilisa ensuite un rare encens de résurrection pour reconnecter de force l'âme et le corps de Rudy, le plongeant dans un état de semi-mort vivant pour 3 minutes. Rudy s'éveilla, mais il savait son temps compté. Acceptant calmement son destin, il s'apprêtait à dire adieu. Mais Shiro refusa. Il réprimanda Rudy pour son manque de résolution, lui rappelant que ce qu'il avait appris en donjon n'était pas tactique, mais la volonté de survivre. Alors, Shiro présenta un contrat, un document magique capable d'altérer les lois même du monde. Le contrat stipulait que Rudy deviendrait membre de la guilde Log Horizon, et en échange, il obtiendrait le statut d'aventurier. C'était une décision incroyablement dangereuse, mais Rudy n'hésita pas. Il affirma fermement que son plus grand souhait était de devenir un aventurier, quelqu'un capable d'aider autrui. Avec l'aide d'Isuzu, Rudy signa le contrat, puis s'effondra aussitôt de nouveau. Shiro expliqua que pour achever le pacte, Rudy devait mourir une dernière fois, puis ressusciterait à la cathédrale en véritable aventurier. Pendant ce temps, les forces d'avant-garde de Krusty poursuivaient leur avancée, anéantissant l'armée du général Gobelin et ouvrant la voie à la bataille finale contre le roi Gobelin. De retour à Kaoxi, après un long et épuisant combat, la force expéditionnaire arriva enfin et défit rapidement l'armée Sawajan, apportant victoire et paix à la ville. Quelque temps plus tard, dans la cathédrale d'Akihabara, Rudy s'éveilla. Sur son écran de statut apparut une nouvelle ligne, sous-classe, aventurier. Son rêve s'était réalisé. Il était devenu quelqu'un comme Isuzu, comme Shiro, un véritable aventurier. En ce moment joyeux, Isuzu apparut, le réprimandant, mêlant inquiétude et colère pour son acte imprudent. Mais derrière ces mots, soulagement et profonde préoccupation. Leur lien était entré dans un nouveau chapitre. La grande victoire assurée, un grand bal fut organisé, marquant un nouveau départ pour Istel et la conférence de la table ronde. Un mois après le triomphe, une atmosphère festive emplit le palais de glace éternelle, où un somptueux banquet honora l'alliance réussie entre les villes libres d'Istel et la conférence de la table ronde. Pourtant, au milieu des rires et des célébrations, Akatsuki ressentait une tristesse silencieuse, car une fois de plus, Shiro avait choisi de rester dans l'ombre.
Il avait habilement décliné l'invitation, laissant la vedette à Krusty, qui brillait toujours et servait de parfait représentant en de si grandes occasions. Dans la salle scintillante, le festin continuait dans la joie. Nayanta, Naotsugu et les autres savouraient joyeusement les plats exquis, les délicieux fruits de leur propre découverte. Dehors, des enfants étaient rassemblés autour d'un conteur, qui tissait habilement des récits des événements héroïques, transformant la guerre féroce en une légende, surtout l'histoire d'un jeune homme ayant transcendé la mort pour devenir aventurier. Grâce à une nouvelle magie créée par un grand mage. Ce mage mystérieux, bien sûr, n'était autre que Shiro. Alors que Shiro passait et entendait l'histoire par hasard, le conteur s'arrêta soudainement et disparut. Plus tard, Shiro rencontra Ragan, non seulement pour célébrer la victoire, mais aussi pour être officiellement reconnu pour avoir créé avec succès un nouveau type de magie de classe mondiale, un pouvoir capable d'altérer les lois de l'existence. Cependant, Regan apporta aussi des nouvelles troublantes. Il révéla qu'une poussée similaire d'immense énergie magique venait d'être détectée loin à l'ouest, à Minami, région sous le contrôle d'une puissante guilde et protégée par le Saint-Empire Westaland, nation historiquement liée à la famille Cohen. Cette information, combinée à ce que Shiro venait d'apprendre sur un événement majeur, le festival démoniaque de la Porte de l'Oiseau Vermillon à l'ouest, lui fit réaliser une vérité surprenante. Akihabara s'installait progressivement dans la stabilité. D'autres bouleversements majeurs se déroulaient discrètement à travers l'archipel Yamato, et il devait se préparer aux nouveaux défis pouvant frapper à tout moment. Marquant une pause dans ses pensées stratégiques, Shiro partit et rejoignit la fête. Akatsuki le trouva bientôt et ils eurent une conversation privée. Là, Shiro lui exprima sincèrement sa gratitude, admettant que c'était grâce à elle, à ses côtés, le protégeant en chaque bataille, recueillant des informations vitales et partageant ses secrets les plus profonds qu'il avait pu aller si loin. Ces mots, bien que quelque peu maladroits, étaient remplis d'une sincérité authentique, émouvant le cœur d'Akatsuki. Et à ce moment, alors que la douce mélodie de l'ancien thème d'Elder Tale jouait, Shiro fit l'impensable. Il invita Akatsuki à danser. La danse n'était peut-être pas parfaite, même un peu maladroite, mais c'était le témoignage le plus clair de leur lien spécial et du respect beau qu'il lui portait. Pendant ce temps, la piste de danse s'anima, d'autres couples se joignant. Krusty et Linasha ouvrirent le bal avec une élégante valse. Nyanta guida doucement Sorara, qui, après quelques hésitations, décida de se dédier à l'Alliance de la Lune croissante plutôt qu'à Log Horizon pour prendre soin des nouveaux joueurs, une décision montrant sa croissance et son sens des responsabilités. Rudy et Isuzu partagèrent aussi une danse, marquant un nouveau début dans leur relation. La fête se termina dans une atmosphère chaleureuse et pleine d'espoir, non seulement célébration de victoire, mais aussi un tournant renforçant coopération et amitié entre les deux peuples. Quelques jours plus tard, la princesse Lenisha s'installa officiellement à Akihabara comme ambassadrice. Shiro, lui, répandit habilement des rumeurs sur la perte de mémoire après la mort. Bien que cela ait initialement causé une certaine inquiétude, cela ne mena pas au chaos, la communauté ayant désormais un sens renouvelé de l'ordre et de la confiance. La vie à Akihabara retrouva progressivement son rythme habituel, mais Mainuri semblait encore nourrir un non-dit envers son mentor. Puis, alors que les premiers vents d'automne soufflaient, Marielle proposa un grand festival d'automne, idée immédiatement adoptée par tous. Le stratège à lunettes présenta un plan détaillé pour le festival de l'équinoxe céleste. L'atmosphère animée de ce festival enveloppa bientôt tout Akihabara, le premier événement majeur de la ville depuis l'apocalypse ravivant l'enthousiasme de tous. Les guildes, du combat à la production, préparèrent avec enthousiasme stands spéciaux et produits uniques, comme des statues de princesses finement sculptées. Pendant ce temps, l'Alliance de la Lune croissante était tout aussi animée avec un défilé de mode et le retour du célèbre burger croissant. Au milieu de l'agitation, un événement parallèle, le buffet de desserts à volonté, attira une attention considérable, surtout d'Akatsuki et Minori, deux jeunes filles partageant secrètement des sentiments pour la même personne. Shiro, toujours absorbé par son travail à la bibliothèque, entouré de documents et de plans stratégiques, semblait inconscient de l'atmosphère festive extérieure. Après avoir reçu une poupée à son effigie d'Akatsuki, Henrietta s'inquiéta de la santé de Shiro et décida de lui rendre visite. Elle ne lui apporta pas seulement les documents nécessaires, mais lui conseilla aussi de prendre du temps pour se reposer et profiter du festival avec les membres de la guilde Log Horizon en tant que partie de la conférence de la table ronde, ayant aussi la responsabilité de contribuer au succès de l'événement. Après le départ d'Henrietta, Akatsuki apparut, l'air légèrement troublé. Elle lui apporta des gâteaux de haricots rouges sucrés
et, rassemblant tout son courage, l'invita au buffet de dessert avec elle, expliquant que les couples pouvaient entrer gratuitement. Au même moment, Minori arriva aussi avec une invitation similaire. Elle expliqua que gagner le concours de dessert donnerait 2 billets pour le banquet crépusculaire avec la princesse Lanisha, et elle voulait que tous voient le vrai Shiro au grand cœur, non le soi-disant méchant à lunettes, comme le prétendaient les rumeurs. Face à une situation délicate où les deux jeunes filles l'invitaient avec enthousiasme, Shiro décida d'y aller avec les deux. Avec l'aide d'Henrietta et d'Isuzu, Akatsuki et Minori choisirent leur plus belle tenue, élégant kimono pour Akatsuki, jolie robe pour Minori. En préparation de cette sortie spéciale, le buffet de dessert commença enfin, mais ce n'était rien de ce que Shiro avait imaginé. Il dut non seulement supporter la pression des regards curieux, mais aussi l'enthousiasme débordant d'Akatsuki et de Minori qui le nourrissaient de gâteaux sans cesse, le plaçant dans une situation extrêmement délicate. Après cette bataille tendue, ils quittèrent sans le café, et Minori s'éclipsa discrètement la première pour leur laisser un peu d'intimité. De retour à son bureau, Shiro ne pouvait cesser de penser à son rôle de maître de guilde et décida de passer plus de temps avec ses membres. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, il rencontra Akatsuki de nouveau. Ils eurent une brève conversation, et à ce moment, Akatsuki, peut-être involontairement, agit un peu affectueusement envers Shiro. Cela fut vu par Minori, qui s'apprêtait à lui apporter du thé. Surprise, elle se détourna rapidement. Dans un élan de jalousie, elle pensa impulsivement que Shiro lui appartenait. Mais elle réalisa vite son erreur et s'enfuit en larmes. Toya trouva sa sœur sanglotant. Il ne fut pas surpris d'apprendre qu'elle aimait Shiro. C'était en fait assez évident. Il réconforta Minori, lui disant qu'aimer quelqu'un n'était pas une mauvaise chose, et que même si cela faisait mal, elle n'avait rien fait de mal. Ces mots doux la calmèrent, et Minori réalisa qu'elle n'avait pas encore perdu, qu'il lui restait beaucoup à faire pour poursuivre ses sentiments. Le deuxième jour du festival de l'équinoxe céleste, Akihabara devint encore plus animée et festive. Chaque membre de Log Horizon avait ses propres plans. Naotsugu s'occupait de son inspection alimentaire, clairement une excuse pour manger. Isuzu et Rudy profitèrent du festival ensemble comme un vrai couple, et Toya aida au stand de l'Alliance de la Lune croissante. Pendant ce temps, Shiro était toujours enseveli sous la paperasse, et seul Minori avait ses propres plans. Cependant, les premiers signes de problème commencèrent aussi à apparaître, les différences culturelles et sociales entre aventuriers et gens de la Terre faisant surface. En savourant de la nourriture de rue, Nayatsugu et Akatsuki durent intervenir dans un différend entre un marchand du peuple de la Terre et un aventurier. Une Henrietta, visiblement fatiguée, se dépêchait de préparer un défilé de mode, n'oubliant pas d'attribuer à Akatsuki le rôle de mannequin. Lanisha, en tant qu'ambassadrice, s'adaptait progressivement à ses nouvelles fonctions et se préparait pour le banquet crépusculaire. Pendant ce temps, Minori assistait diligemment Karishin au bureau du conseil de la guilde d'artisanat, submergée par une charge de travail énorme. Là, elle démontra une amélioration remarquable depuis qu'elle était devenue l'élève de Shiro. Avec sa compétence de scribe apprenti, elle organisa et traita efficacement la montagne de documents, prouvant que devenir l'élève de Shiro avait été le bon choix. Ce n'était pas seulement un moyen d'être plus utile à la guilde et à Akihabara, mais aussi un pas en avant sur son propre chemin, un chemin qu'elle avait choisi. Pourtant, au milieu de l'atmosphère festive, les signes d'une conspiration bien plus grande commençaient à émerger. Les étals de marchands tenus par les gens de la Terre, surtout ceux des régions occidentales, commencèrent à causer des problèmes. Ils provoquèrent délibérément querelles et demandes déraisonnables pour perturber l'ordre du festival, allant de la monopolisation de biens en édition limitée au blocage délibéré des passages et à la création d'embouteillages. Tout semblait faire partie d'un plan délibérément orchestré. Même si Shiro était toujours dans son bureau, il sentit quelque chose d'inhabituel via le flux constant de rapports de sécurité qui lui étaient envoyés. Puis un appel de Minori clarifia tout. En traitant des documents, elle avait découvert quelque chose d'étrange. Un grand nombre de formulaires d'inscription au festival soumis par les gens de la Terre contenaient de nombreuses erreurs de base, des erreurs qu'aucun marchand ordinaire ne ferait. Shiro réalisa immédiatement que ce n'était pas une coïncidence, mais une attaque délibérée contre la jeune économie et l'ordre social fragile d'Akihabara. L'ennemi utilisait des innocents comme outils pour créer le chaos. Alors qu'il tentait de rassembler les indices, un autre rapport arriva. Un navire mystérieux avait accosté, transportant un noble de l'Ouest, Lord Malves, qui entrait dans Akihabara. Avec un sentiment inquiétant, Shiro comprit qu'il avait été négligent et que l'ennemi détenait désormais l'initiative. Une guerre sans armes, mais non moins dangereuse, était sur le point d'éclater au cœur d'Akihabara.
Alors que le festival de l'équinoxe céleste entrait dans son deuxième jour, Akihabara était englouti dans une mer de gens, créant une scène d'une vivacité sans précédent. Cependant, à côté de l'excitation, une série d'incidents continus se produisit dans toute la ville, allant de petites disputes et accidents de la circulation à des plaintes sans fondement. Tous avaient un point commun, l'implication de gens de la Terre d'autres régions. Ces perturbations causaient progressivement du désordre et de la confusion au sein du festival. Bien que Shiro ne fût pas physiquement présent, il surveillait attentivement chaque développement depuis son bureau. Par analyse, il découvrit une vérité troublante. Environ 15% de la population temporaire était responsable de plus de 60% des perturbations, et une grande partie d'entre eux venaient de l'Ouest. Cela renforça son hypothèse d'une attaque délibérée visant à saper la crédibilité de la conférence de la table ronde et peut-être même à saboter le traité de coopération entre Istel et Akihabara. Pendant ce temps, la princesse Lanisha, occupée à préparer le banquet crépusculaire, événement diplomatique majeur, reçut également la nouvelle de l'arrivée soudaine de Lord Malves, puissant noble de Westland. Elle sentit une menace potentielle, mais décida de le recevoir avec courtoisie, son objectif principal étant de renforcer les liens avec les aventuriers. Réalisant la situation de plus en plus complexe, Shiro décida d'agir. Pourtant, il comprit qu'annuler le festival ou affronter ouvertement le problème ne ferait qu'aggraver les choses, exactement ce que l'ennemi voulait. Il choisit donc une voie différente, une contre-attaque silencieuse mais efficace. Il n'avait pas besoin d'épées ou d'armes. Ce dont il avait besoin, c'était d'informations et de personnes capables de les recueillir et de les traiter rapidement. Minori fut désigné comme centre de communication, chargé de collecter et compiler tous les rapports d'incidents. Ce n'était en aucun cas une mission facile, mais elle l'accepta volontiers. C'était sa chance de prouver ses capacités et de montrer qu'elle méritait d'être l'élève de Shiro. Elle le considérait comme son propre champ de bataille, où elle se battrait avec intellect et dévouement pour protéger ce que son mentor avait construit. Au bureau du conseil de la guilde d'artisanat, converti en centre de commandement temporaire, Minori démontra rapidement ses capacités, appliquant les leçons tactiques de Shiro à la gestion de l'information. Elle traita les commis d'entrepôt gérant les plaintes, comme la ligne de front, Karishin, et les autres résolvant les problèmes complexes, comme les guérisseurs, et elle-même comme l'arrière-garde inébranlable soutenant tout le monde par derrière. Mais même si Shiro disposait d'un système efficace de collecte d'informations, il se sentait toujours bloqué. Les actions perturbatrices de l'ennemi ne semblaient en suivre aucun schéma. Trop aléatoires, trop dénuées de sens. Du blocage de route, à la propagation de rumeurs absurdes, aux disputes pour des raisons triviales, jusqu'aux farces ridicules comme commander un nombre massif de pizzas sans destinataire ou disperser des cafards en caoutchouc partout, tout semblait un désordre sans but. C'était cet aléatoire qui rendait Shiro profondément mal à l'aise. Mais alors, une rencontre fortuite avec Saojiro apporta une étincelle d'inspiration. Saojiro lui raconta comment il avait jadis géré une pâtisserie en mobilisant toutes ses fans féminines pour qu'elles y mangent jusqu'à épuisement des gâteaux, un acte complètement imprévu, spontané, fait purement par impulsion. Et Shiro réalisa que pour gérer le chaos, parfois la meilleure façon était de combattre le chaos par un autre chaos, un chaos contrôlé. Immédiatement, Shiro mobilisa une force spéciale, plus de 20 escouades composées entièrement des fans de Saojiro. Cette armée de fans, avec leur enthousiasme et leur charme social, résolut rapidement et efficacement les petites disputes, des querelles d'amoureux aux conflits mineurs. Plus important encore, leur simple présence fit reculer les fauteurs de troubles. La situation était inversée, mais la bataille n'était pas encore terminée. Shiro savait que le véritable cerveau ne s'était pas encore révélé et que sa cible finale était la princesse Lenisha qui assistait au banquet crépusculaire. Sans hésitation, il confia temporairement le commandement à Nyanta et se précipita à la résidence Watermaple. Là, il confronta Lord Malves qui pressait arrogamment Lenisha à propos d'un mystérieux envoi. Juste au moment où la tension atteignait son paroxysme, Shiro s'avança avec un sourire mystérieux. Il était venu chercher sa princesse. Au milieu du chaos orchestré du festival, Shiro se retrouva enfin face à face avec le cerveau, Lord Malves de Westland. Il apparut inopinément au banquet crépusculaire, aux côtés de Michitaka et Krusty, membres clés de la conférence de la table ronde, brisant le plan de Malves d'intimider la princesse Lanisha. Avec un mélange de sarcasme et de fermeté, Shiro prétendit rejeter toute la faute sur Lanisha, affirmant que son oubli avait causé la confusion dans la préparation du stockage pour la précieuse cargaison de fruits de mer de Malves et que lui, son allié, prendrait la responsabilité en son nom. Bien que Lanisha fût initialement confuse, elle comprit rapidement l'intention de Shiro et joua le jeu. Cependant, le véritable atout de Shiro résidait ailleurs.
Il avait forgé une lettre avec la signature de Malves, adressée à la table ronde, preuve indéniable que la préparation de l'entrepôt était le devoir de la table ronde, non celui de la princesse. Lorsque Malves exigea le stockage, Shiro fit signe à Michitaka de porter le coup de grâce. Michitaka annonça que bien que l'entrepôt de la table ronde fût plein, l'entrepôt privé de la guilde océanique, avec 10 fois la capacité requise, était prêt et disponible pour déplacer l'envoi aussitôt. Face à une telle mise en scène impeccable et un mouvement imparable, Lord Malves n'eut d'autre choix que de feindre la maladie et de battre en retraite humilié. Son stratagème avait été complètement exposé et détruit. Shiro réussit à sauver l'Anisha de cette situation délicate, mais il n'oublia pas son objectif initial, utiliser le banquet crépusculaire pour renforcer la relation entre les aventuriers et les gens de la Terre. Il a transformé le banquet en un événement public, invitant la princesse sur scène pour interagir avec tout le monde, un geste qui a à la fois montré du respect et créé une précieuse opportunité de briser les barrières entre les deux parties et d'assurer que tout se déroule sans accroc. Il a délibérément joué le rôle du méchant, ouvrant ainsi la voie à Krusty pour qu'il devienne le héros aux yeux de l'Anisha et du public. C'était une stratégie d'abnégation pour le bien commun, quelque chose que Minori et Akatsuki ne pourraient jamais vraiment comprendre, et cela a semé en eux un mélange complexe d'émotions. Minori avait le cœur brisé de voir son professeur incompris, tandis qu'Akatsuki était rempli de regrets de ne pas avoir été à ses côtés pour partager son fardeau. Et puis, dans un moment de calme, une rencontre fatidique se produisit. Nuhiha, la maîtresse de guilde de Plante H. Wyaton et souveraine de toute la ville occidentale de Minami, apparut soudainement devant Shiro. Elle vint avec une offre tentante, invitant Shiro à rejoindre sa guilde et à régner sur le monde ensemble, mais c'était aussi une menace. Elle révéla qu'elle savait tout de lui, de sa création de nouvelles magies à ses secrets les plus profonds. Elle prétendit même avoir découvert une méthode pour retourner dans le monde réel, une faille capable de faire disparaître quelqu'un. Elle donna un choix à Shiro, soit partir avec elle et chercher un moyen de rentrer chez lui, soit rester et continuer sa lutte dénuée de sens. Bien que secoué, Shiro refusa. Il affirma qu'il avait une raison de rester. Ses amis, ses camarades avec qui il avait bâti ce monde ensemble, il ne pouvait pas les utiliser comme excuse pour s'enfuir. Le rejet de Shiro n'a pas mis Naraha en colère. Au lieu de cela, elle a souri et a déclaré qu'un jour, il lui appartiendrait. Puis elle disparut, laissant Shiro avec une vague inquiétude quant à l'avenir. Lorsque le festival se termina, tout le monde à Log Horizon se rassembla, profitant de leurs derniers instants de paix. Et tandis que Shiro regardait ses amis, il trouva sa réponse. Le prochain objectif de Log Horizon n'était plus seulement de reconstruire une ville ou de trouver un chemin vers la maison. C'était quelque chose de bien plus grand. Ils allaient changer le monde. Et avec cette résolution, la première saison de Log Horizon s'acheva, ouvrant la porte à un nouveau chapitre prometteur. Adieu,